quoi? On dit quoi? On dit quoi? Bonsoir à toutes et à tous, c'est Joe. Pour l'émission On dit quoi? Le concept c'est tout simple, on reçoit des gens du quartier, des habitants, des gens qui y passent, peu importe du nombre de temps qui reste, l'essentiel c'est qu'ils viennent et qu'ils s'y intéressent. Bonsoir Alessandro. Salut Jaurès, ça va? Salut, en tout cas merci pour tout, d'être là ce soir. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a discuté et te voilà. Merci, et c'est super de voir votre projet en personne, yes. Cette radio locale à 2 pas de chez moi. Merci. Ouais, donc comme je te disais, on a un studio radio. C'est un outil on veut que ce soit ouvert à toutes et à tous en fonction de ce que les gens veulent proposer. Après, ça peut être nous parler de cuisine, ça peut être parler politique, ça peut être parler sport ou tout simplement si vous avez des événements que vous voulez mettre en place, ça peut être des repas, des fêtes. N'hésitez pas, sur la radio, on peut relayer. Et voilà, c'était pour passer un petit coucou à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Et donc, Alejandro, qui es-tu, Alejandro ? Je m'appelle Alejandro Vanzant Escobar. Je suis déjà partons du plus récent. Je viens de déménager dans le quartier il y a 3 mois. Ouais. Et à la base, je suis américain et colombien, mais j'ai vécu près une dizaine d'années en France. Là, j'étais parti pendant quelques temps, et là, je viens de rentrer. Et voilà, je m'installe en France. Je suis musicien et DJ, mais j'ai aussi travaillé dans le domaine social. Aux États-Unis, je travaillais dans des programmes d'éducation, en même temps du soutien scolaire pour des personnes détenues, des personnes en prison, et aussi des ateliers de pédagogie musicale pour des lycéens et des collégiens dans différentes écoles à New York. Du coup, j'aime bien réunir le plus possible mes passions pour le son et la musique, avec du travail social, avec du travail qui donne aux gens un moyen d'expression, qui renforce les communautés. Donc voilà, à Paris, j'ai pas encore un travail, mais voilà, je m'oriente dans ces directions. Et puis, je suis très content d'être dans ce quartier, de rencontrer plein de gens très intéressants, très vifs d'esprit. Je trouve que c'est un quartier très riche, avec une diversité qui me plaît beaucoup. Là, l'été, c'est super, il y a beaucoup de vie dans la rue, beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà. Et tu es resté combien de temps aux États-Unis ? J'y ai vécu de l'âge de jusqu'à 8 ans. Et puis là, cette dernière fois que j'y étais, j'y ai passé 7 ans. J'ai un peu bougé entre-temps en Angleterre et au Canada. Mais voilà, ça fait 7 ans que j'ai quitté la France, et là, je viens de rentrer. D'accord, donc c'est tout frais, quoi. Donc ça fait 7-8 ans que tu n'avais pas mis les pieds en France ? Ouais, j'y avais mis les pieds, mais j'avais pas passé une période plus longue que quelques mois ici. D'accord. Et puis, quand je suis parti, je venais de finir le lycée. Donc, en gros, c'est la première fois que je suis là comme, jeune adulte. D'accord, ouais. Okay. Donc, ça change pas mal ma perception du... Et t'as grandi où ? T'étais dans quel coin ? En France ? Ouais, en France. J'étais en Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Ouais, donc c'est 77. Ouais, 77. Mais c'est assez particulier. Il y a une très belle forêt. Après, c'est une ville assez petite, assez un peu bourgeoise, un peu conservatrice d'une manière. Donc je suis content d'être à Paris. C'est une autre expérience de ce qu'est la France. Donc, ouais, voilà. D'accord, donc il y aurait des France, quoi. Celle du sud, de l'est, de l'ouest. Il y a des France différentes, diverses. Et t'as raison, du moins la raison pour laquelle t'es dans le quartier, c'est quoi ? C'est arrivé comment ? C'est un accident ? Tu voulais venir ici ou non. Dans cette zone Paris-Nord 18 ? Je pense que j'ai toujours été attiré vers le nord de Paris, parce que évidemment, même si j'habitais en Fontainebleau, c'est la banlieue, ou même un petit peu presque plus loin que la banlieue. C'est la fin de la banlieue, disons. Donc, mais je venais tout le temps à Paris, et ouais, évidemment, pour moi, tout ce qui m'intéressait, c'était plutôt dans le nord, le nord-est. C'est un peu les quartiers où je trouvais des choses intéressantes à faire, où des amis à moi finissaient par habiter. Donc voilà, j'en savais pas plus que ça. Et puis après, quand je suis rentré pour rejoindre ma copine, qui habite dans le quartier depuis 1 an, et voilà, donc ça s'est passé comme ça. J'avais pas décidé, je voulais être dans un quartier ou un autre, mais ouais.
Et du coup, le quartier, tu y es depuis combien de temps maintenant? Ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 4 mois, tu y es? Ouais, ça fait exactement 3 mois. D'accord. Ouais. Et tu vas où? Où est-ce que tu te balades? Tes coins que t'aimes bien? Bah, dans le quartier, là, je suis très près des Alpajols. Du coup, j'aime très local. J'aime beaucoup aller au marché. Il y a des parcs vraiment sympas à côté des rails, gare de l'Est. Surtout à l'Est, dans le 19e en fait, pas loin du 104. D'accord. J'aime beaucoup aller là-bas. En fait, pour moi aussi, c'est un peu étrange, mais venant de New York, surtout une partie de... Bon, New York, je trouve que c'est aménagé très différemment par rapport à Paris. Donc déjà pour moi, le fait d'avoir des marchés avec des légumes frais ou aller dans des petits parcs, même si c'est à côté des rails de Gare de l'Est, mais qui sont très verts, avec plein de gens dans l'herbe, où il y a une certaine liberté de l'espace urbain que je pense que si on a passé trop de temps à Paris, on n'a pas cette impression-là, mais ayant venu d'une ville qui pour moi était particulièrement un peu saturée, particulièrement en manque d'espace vert, et j'aime beaucoup être ici. Et puis après, je fais beaucoup de vélo. J'aime beaucoup aller vers la Villette, vers le canal de l'Ourcq. D'accord, canal de l'Ourcq. T'as un petit côté bucolique, quoi. On retrouve un peu l'esprit du 77, non? Quelque part, d'une certaine façon. Ouais, c'est bizarre parce que en même temps, par exemple, le week-end, j'ai pas envie d'aller me balader dans la nature, mais je veux quand même avoir accès à un peu d'eau et un peu d'herbe, et voilà. Que ça soit pas que du béton. Et du coup, il y a le côté verdure, mais après les commerces et les boutiques, tu trouves ce qu'il faut là-bas vers Pajol, ou tu vas plus dans le centre de Paris, ou tu... Non, encore un truc, c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que justement tout à l'heure, avant d'être sur le micro, on parlait un peu de ce que gagnent les gens en France, etc. Et une chose qui m'a frappé en arrivant ici, c'est que je peux vivre pour beaucoup moins que quand j'étais aux États-Unis. Ah bon? Ouais, à New York, c'est une échelle, c'est une mauvaise échelle. C'est une ville particulièrement chère. Mais je pense que quelque chose qui, comme je disais, il y a des parcs, il y a des concerts gratuits, il y a plein de choses qui se passent. J'ai l'impression qu'on peut faire sans nécessairement dépenser de l'argent. Du coup, c'est aussi ça qui me plaît beaucoup d'être à Paris. Je sens une certaine liberté relative, bien sûr, mais économiquement. C'est évidemment, c'est venant de un peu on va dire la capitale du capitalisme, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment à New York que j'ai eu l'expérience, on ne peut pas sortir de la maison sans dépenser de l'argent presque, alors que c'est très... alors qu'ici j'ai l'impression que... Tu peux dépenser. Non. Je peux faire plein de choses sans dépenser, je sais pas, c'est aussi la ville est... Il y a un côté plus fait pour être à vélo, plus fait pour être à pied, on peut plus marcher. Plus ici qu'à New York. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Même, par exemple, après, il y a plein de choses, mais par exemple, le fait, si on veut sortir le week-end, le fait qu'on puisse poser vers un canal, par exemple, et boire une bouteille de vin. Et aux États-Unis, on peut pas boire dans la rue. Du coup, il faut aller dans des bars. Tout est extrêmement cher, etc. Donc voilà, ça a changé. Je trouve que mon rythme ici est très différent par rapport à là-bas, et ça me plaît bien. Moins rapide, plus lent, moins nerveux peut-être. Moins nerveux, ouais. Je pense plus sain. Là-bas, je sentais que c'est un peu dur à garder le rythme. Le rythme là-bas. Qui est vraiment à fond, et après on s'amuse beaucoup. Il y a plein de trucs. Évidemment, c'est une ville avec une énergie incroyable, mais je trouve que Paris aussi, il y a une très bonne énergie, et je pense qu'il y a un savoir-vivre en France, on en parle tout le temps, je pense. Je sais que les Français, on aime bien un peu promouvoir ça, mais je m'en étais pas rendu compte jusqu'à être parti à un bon moment, et puis être rentré, et me rendre compte de tout ce que j'avais pas pendant plusieurs années. Mais tu étais où à New York? J'étais à Brooklyn. Alors tu peux expliquer Brooklyn, c'est où, c'est quoi? Ouais, donc New York, en fait, c'est il y a 5 que je sais pas quel terme, 5, on peut appeler ça des arrondissements. Après, chacun est beaucoup plus grand qu'un arrondissement parisien. Et en fait, la ville de New York est composée il y a 3 îles, et il y a en fait, il y a 3 îles, et une partie est sur le continent, on va dire. Donc en fait, Manhattan, quand on pense à New York, je pense que les gens pensent à Manhattan, c'est l'île principale. Ça, c'est un des 5 arrondissements. En anglais, on appelle ça des boroughs. Après, il y a Staten Island, ça c'est une autre. Il y a le Bronx, qui est au nord de Manhattan, et ça, c'est pas une île, c'est sur le continent.
Et après, sur une grande île qui s'appelle Long Island, l'île longue, c'est une île extrêmement longue. Là, il y a 2 des arrondissements. Au nord, il y a Queens, donc c'est juste à l'est, en face de Manhattan. Donc au nord, sur cette île, sur le bout nord-ouest de l'île de Long Island, il y a Queens. Et au sud, il y a Brooklyn. Et Brooklyn, c'est un quartier, c'est un arrondissement, c'est grand, c'est vaste. Et je pense qu'après Manhattan, c'est peut-être le plus connu de New York. En termes de tourisme, les gens vont surtout à Manhattan et à Brooklyn. C'est extrêmement... ça bouge beaucoup. Culturellement, c'est extrêmement mélangé. C'est vraiment assez incroyable de la voir... La population qu'on trouve là-bas, c'est des Américains d'un peu partout. Il y a vraiment des branches, tu sais, italiennes, machin. Bien sûr, il y a des... en fait, New York... L'histoire de l'immigration à New York est vraiment énorme, fascinante, parce que c'était en fait le point d'arrivée pendant, je sais pas, jusqu'à peut-être le troisième 1980, je pense, quelque chose comme ça. Si on immigrait aux États-Unis, il fallait, en tout cas en venant de l'Europe ou de l'Afrique, on passait forcément par Ellis Island, une autre île près de New York. Du coup, c'était un peu la destination pour des migrants de partout en Europe et d'autres continents. Donc du coup, à New York, il y a eu plein de vagues successives d'immigration. Donc à Brooklyn, il y a une communauté italienne, il y a une très grande communauté juive. En particulier, il y a certaines communautés juives orthodoxes c'est très intéressant. Et après, je connais pas tellement, parce que c'est des quartiers, c'est des communautés relativement qui restent entre eux pas mal. Mais par exemple, même eux, leur architecture est différente. Tout est écrit en hébreu. C'est vraiment c'est incroyable. On peut passer à vélo et on change de quartier, et tout d'un coup, ça a vraiment une identité. C'est leur quartier. Et pareil, il y a des quartiers, il y a des parties qui sont très très antillaises, beaucoup de personnes de Jamaïque, de Trinidad. Il y a des quartiers qui sont très de l'Amérique centrale, Mexique, Guatemala, Porto Rico, etc. Il y a une grosse présence, je pense, irlandaise, mais qui aussi remonte de plus longtemps. Après, il y a des communautés pakistanaises, Bangladesh, Sri Lanka, Inde, etc. Mais oui, je pense que... Je sais pas, après, je redécouvre Paris un peu, et puis je connais même pas trop la banlieue. Mais c'est quelque chose d'intéressant là-bas, qu'il y a comme les quartiers qui prennent... c'est un peu des concentrations de différents quartiers avec une... Évidemment, ça se mélange quand même. Il y a dans plein de quartiers avec un peu une identité, avec une certaine nationalité. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants ou des lieux de culte, que ce soit des mosquées, des églises, des synagogues, etc. Et tout ça arrive à vivre ensemble sans... j'imagine, bon, ça peut arriver qu'il y ait des débordements, des histoires comme ça, mais toi, comment tu as ressenti ça, de voir toutes ces populations diverses et variées vivre ensemble? Je pense qu'il y a... déjà, oui, tout le monde, les gens vivent ensemble, et... Je dirais de base déjà, Brooklyn, pour moi c'est incroyable comme un exemple de, on va dire peut-être multiculturalisme, ou des gens avec des gens très divers, avec plein plein de personnes eux-mêmes ont multiples cultures, je dirais. Et ils revendiquent ça, et il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges, et aussi il y a beaucoup d'expressions culturelles. Il y a beaucoup par exemple le carnaval de Brooklyn, c'est le premier week-end de septembre tous les ans. C'est le carnaval antillais, en fait, avec les sound systems énormes, avec les danseurs, les danseuses. Il y a aussi le matin avant ça ce qu'on appelle, il me semble, Jouvet. C'est un peu le carnaval, c'est spécifiquement haïtien. Ça commence à 3h du matin, ça finit à l'aube. Et ça arrive en septembre, mais c'est gigantesque. Ça occupe la plus grosse avenue de Brooklyn. Donc je sais pas, c'est comme dire Champs-Élysées, il y a un énorme défilé. Peut-être ça arrive, mais peut-être c'est moins médiatisé. Mais un énorme défilé d'expression de culture antillaise. Mais tous les ans, comme un des plus grands événements de la ville, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment beau. Et puis évidemment, il y a toujours des tensions, mais en général, je pense qu'il y a des bonnes... c'est un peu dans l'esprit de beaucoup de gens à Brooklyn, qu'on est fiers,
on est tous là et on vient de plein d'endroits différents et on est fiers de ça. Mais après, je pense que pour l'instant, ou en tout cas ce qui est le plus visible à moi comme étant un grand problème en termes de, on peut dire, un peu un conflit de culture ou un conflit de différents groupes sociaux, c'est le problème de la gentrification. Là-bas Alors c'est quoi la gentrification ? Bah, déjà, est-ce que c'est un mot courant en français ou... Oui, aujourd'hui, disons que c'est un mot, ouais. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait, en tout cas dans le quartier, tout le monde sait, tout le monde, je m'entends quand je dis tout le monde, beaucoup de gens ont déjà entendu au moins parler de ce mot, la gentrification. Ouais. Et nous, ici dans le quartier, on commence à avoir des signes qui ont déjà... Bon, en même temps, c'est des projets, c'est des processus tu vois, qui sont lancés déjà il y a 20, 30 ans, mais là, ça s'est accéléré quelques temps. Après, je sais pas comment à Brooklyn ça se traduit. Ouais, ouais, donc tu as demandé comment on définit ça. Je pense que... Bon, après, c'est pas la manière la plus claire de le dire, mais je pense que c'est un processus dans des quartiers avec... certaines communautés de personnes sont installées depuis, je sais pas, on va dire suffisamment longtemps qu'on peut dire c'est un peu leur quartier entre guillemets. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut poser des questions sur ça, mais voilà. Et qu'il y a l'arrivée d'une certaine population a priori plus aisée que celle qui est déjà là. Souvent, on voit que c'est des populations plutôt blanches. Plutôt que par exemple à New York, soit des communautés latino, soit des communautés afro-américaines. Ici, je pense que c'est très flagrant, tu le vois, ça saute aux yeux, quoi. Et ouais, ça saute aux yeux, vraiment. Donc, donc tu disais que ça se passe ici, et j'en ai entendu parler aussi. Là-bas, c'est visible, parce qu'en fait, en gros, je pense que le processus est similaire ici. C'est des gens commencent à venir qui ont plus de moyens, donc ils commencent à louer plus cher. Donc ça veut dire que les gens qui sont là depuis longtemps, tout d'un coup, ils peuvent plus payer leur loyer, ils peuvent plus trouver un autre appart, etc. Ou même, je sais pas, le supermarché est devenu trop cher, toute la vie devient trop chère pour eux. Au niveau des commerces aussi, oui, c'est vrai que l'offre, effectivement, tu as une nouvelle offre qui arrive et qui est pas forcément pour la bourse de tout le monde. Ça aussi, ça se traduit aussi par les commerces, ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Donc je pense que ça, c'est similaire des deux côtés, mais ce que je vois en particulier aux États-Unis, c'est que, en gros, des investisseurs sont très très impliqués dans ça. Et peut-être ça arrive ici aussi et on en voit moins, mais là-bas, c'est par exemple un propriétaire d'un immeuble, il va se dire tiens, toutes ces familles sont là depuis 20 ans, mais ils payent ce prix-là. Si j'arrive à les virer et après je détruis l'immeuble, je construis un truc hyper moderne en verre avec un parking en dessous, etc., un truc de luxe, je vais me gagner des tonnes d'argent. Et du coup, il y a vraiment ce processus beaucoup. C'est ça que je veux dire quand je dis c'est très visible dans les quartiers de Brooklyn. Que déjà, si on va aux années 80, c'était le mot, je pense, ghetto est applicable. C'était des endroits avec beaucoup de crimes. Il y avait souvent des immeubles qui brûlaient. C'était vraiment, il y avait des quartiers de Brooklyn qui étaient difficiles à vivre, ça c'est sûr. Et puis même, je sais pas, fin années 90, début années 2000, des quartiers, surtout au nord de Brooklyn, comme Williamsburg et Bushwick, c'était des quartiers très, très, très latinos, surtout d'Amérique centrale. Il y a eu quelques films qui ont été faits là-dessus aussi, au cinéma, sur le quartier de Brooklyn. Il y a eu quelques films de cette époque-là, dans les années 80-90, qui relataient un peu tous ces problèmes. Il y en a un que je pense est très connu, c'est Do the Right Thing de Spike Lee. Et ça, c'est dans un quartier qui est un peu au sud de ceux dont je parlais. Il me semble que c'était à Bed-Stuy, Bedford-Stuyvesant. Et ça, je vais juste finir ce que je disais sur les quartiers de Williamsburg et Bushwick, des quartiers très latinos, des populations que je pense que s'y sont installées vers les années 80. Une grosse vague de migration qui continue d'Amérique latine. Et en fait, je sais pas, fin années 90, début années 2000, je sais pas, j'ai déjà parlé par exemple à des policiers dans ces quartiers, ils disaient si tu étais blanc et tu venais dans ce quartier, la police t'arrêtait parce que la seule raison que tu venais là, c'était pour acheter des drogues, par exemple. Et c'était des gens de Manhattan avaient limite peur d'y aller, etc. Après, si c'est fondé ou pas, souvent les gens ont peur d'aller quelque part juste parce que c'est des gens qui leur ressemblent pas. Donc c'est pas pour dire que c'était des zones de guerre, mais il y avait certainement une séparation. Et maintenant on voit de plus en plus des gens qui sont... En fait, les gens sont repoussés de plus en plus vers l'est. Parce qu'en fait, de Manhattan, on traverse le fleuve à l'est. En gros, Manhattan est devenu trop cher. Donc on traverse le fleuve, on arrive à Williamsburg. Il y a 20 ans, Williamsburg, c'était beaucoup d'usines désaffectées,
J'imagine que le prix de la pierre était pas très cher, j'imagine. Souvent dans ces zones-là, et puis après, comme tu dis, les investisseurs ils arrivent et puis ils font les travaux. Voilà, donc c'était avant, c'était vraiment, c'était face à l'eau, c'était vraiment des usines, c'était vraiment industriel, et puis plus loin, c'était des quartiers résidentiels, surtout latinos, et en général, c'était des quartiers relativement pauvres. Donc, je sais pas, au début, des artistes sont arrivés, après d'autres gens sont arrivés, et puis maintenant, il faut vraiment voir une photo du bord de l'eau de Williamsburg. Pour moi, quand je passe là-bas, c'est un peu une zone les deux rues les plus proches de l'eau. On dirait qu'on est à, je sais pas, Dubaï ou quelque chose comme ça. Ça a un côté avec des buildings en verre hyper hauts. Comment ça s'écrit, tu me dis? Williamsburg, c'est genre William. S-B-U-R-G. Ok. On va voir si on peut trouver une petite photo et puis la mettre sur la page justement pour celles et ceux qui écoutent. Et c'est marrant, du moins ce que tu dis effectivement, nous on le vit aussi. Alors je sais pas si tu as entendu parler du Grand Paris qui est en train de se faire. Ouais. Donc on est en train de faire un Paris, on va dire qu'en gros Paris va être une zone avec des loyers assez élevés, bref. Et tout autour, les banlieues vont tout doucement être investi par une population, on va dire moyenne. On a des exemples concrets de classe moyenne. On a des exemples concrets avec des gens qu'on connaît dans le quartier, des couples qui ont eu un enfant et qui vont avoir un deuxième enfant et ils sont obligés comme les loyers sont trop chers et les appartements trop petits, il y en a certains qui partent en banlieue acheter une maison et justement ça commence à dépeupler tout doucement le Paris que du moins certains habitants. Ok, très bien, ça marche. Et ok, super, ça marche. Excusez-nous, c'est la première fois qu'on se parle au casque, donc ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, il me dit quelque chose. À la télé, ils le font bien, à la télé. Genre, ils reçoivent les infos, ils bronchent pas. Mais moi, oui, donc concernant, donc le Grand Paris, il se construit. Il y a aussi une chose qu'on remarque aussi dans le quartier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient propriétaires que nous, certains qu'on connaît, et qui ont revendu à d'autres personnes qui sont un peu plus de moyens et on est en train de voir tout doucement arriver ce genre de choses. Et on peut considérer aujourd'hui que le quartier de la Goutte d'Or dans lequel on est comme l'un des derniers quartiers populaires. Alors il y en a encore du côté de Ménilmontant, Belleville, mais disons que la Goutte d'Or est vraiment considérée maintenant aujourd'hui comme le dernier et tout doucement c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Il y a une chose aussi que tu disais tout à l'heure, c'est par rapport aux artistes. Alors au début on voit arriver les artistes, alors ça c'est le coup classique. Je vous dis à toutes et à tous qui nous écoutez, si jamais vous voyez arriver des artistes dans votre quartier et que habituellement il n'y en avait pas, vous pouvez poser la question que dans quelques temps ce sera à vous de partir. Bon, après, en même temps, tu sais, c'est pas plus mal, quelque part, c'est que on a les zones qui sont très urbaines, très urbaines, avec la pollution, la chaleur et tout ça. Et puis, tu te décales, tu vas vivre en banlieue, tu as une qualité de vie qui est bien, on va dire, meilleure, les champs, voilà, le canal de l'Ourcq. Et bon, je me dis quelque part, si c'est pas un mal pour un bien, à voir. Bon, alors, on va s'arrêter là, on va reprendre tout à l'heure, une petite pause musicale pour pouvoir se rafraîchir un peu le gosier. À toutes. Out of the mercy of Allah and the law written in our nature, we call an individual into existence. And when that individual comes, I make no apologies for what I'm about to say. Rough, rugged and real, you're on standstill to obey your case, so let the man build. Words of rapture that you have to capture. And I just slapped ya with a handful of literature. This dope, deaf, fresh, hype, choice, smooth and raw. Rappers I replace, rub out and erase. Competition, you must be on freebase, smoking or joking, bound to be broken. Now get your damn hands off the mic that I'm choking. Cause I got a stranglehold. You're still cold on parole for the role you stole. Rhymes that you yell out, but you did sell out. Crossed over, lost over here, now get the hell out. I'm not a pop star, rock and roller, I'm a rebel, blessed. Able to hold a mic like a hammer and drop grammar, treat a rapper like a wrestler and body slam them. Those who dispute get treated just like a prostitute. They get the boot and played like a flute, so just play mute. Don't even whisper, open your mouth to speak and I'ma dish your ragtag and dog. Put you in the morgue because you're petty confetti and not ready to rock steady. In other words, you're half-stepping, tiptoeing, get going. Because my weapon is not a 9, a Uzi or a shotgun. But when it come to hype rhymes, I got one.
Just like the album is still the same. Long live the cane, ain't a damn thing changed. I still get ill and kill at will and build the skill to fill your grill, so don't tell me you're real. We sample beats you sue and try to fight us. Man, you still be home with arthritis. If we didn't revive and bring back alive old beats that we appreciated, you wouldn't survive. You'd be another memory to us. Ashes to ashes and dust to dust. So understand the way that I live, that's positive. And the message I got to give is a benefit for you and me. I'm talking about P-E-A-C-E. The chosen one that has turned the new leaf. I got gold teeth and they don't chew beef. No pork on my fork, strictly fish on my dish. The cane fallen victim, sucker you wish. I flow like water, slaughter, put you out of order. Floored ya. Rappers are ragging and tagging and snagging and bragging to be on the bandwagon, but I'm the last dragon with the knack to attract the pack, so just get back. I'm young, gifted, and black. And just go with the flow, you know. In the place to be with my man Marley Marl. Sending this out to Divine Force. Can't forget my main man Heavy D. And to my good brothers EPMD. And to my man Ice-T over on the West Coast. Can't forget Kumo D, Busy B, MC Light, the audio too. I say peace. Alejandro, tu m'as dit que tu étais d'origine américaine et colombienne, oui. T'as vécu en Colombie ? Non, jamais. Non, jamais. Ma mère est venue aux États-Unis quand elle avait 24 ans. Et après, ouais, j'ai juste passé des étés là-bas. Et alors, ça t'a fait quoi, justement, quand t'étais là-bas ? Bah non, j'adore. Franchement, c'est un peu une... j'ai une relation un peu étrange parce qu'en même temps... je sais pas, on peut dire, c'est mon sang, quoi, mais c'est le pays que je connais le moins de tous les autres pays auxquels je suis connecté. Du coup, je sais pas, c'est là, j'ai le plus d'accent en espagnol plus qu'en français, ou même en anglais et en français, j'ai des accents un peu mélangés. Mais en espagnol, je suis clairement américain. Du coup, ouais, j'ai toujours envie d'aller passer un bon moment là-bas pour vraiment essayer de plus comprendre ce que c'est. Ouais. Ça va venir. Back to roots. Ouais. Bah, alors, retour aussi, ouais. Donc, tout à l'heure, on nous parlait de la gentrification. Oui. On faisait un peu un parallèle à ce que tu avais vu là-bas à Brooklyn et nous ici à Paris. Donc, nous, c'est ce qui se passe avec le Grand Paris, ce que je disais tout à l'heure, qui est en train de se mettre en place et tout doucement, qui est en train de décaler un peu les habitants, on va dire, classe moyenne, moyenne basse, voilà, qui commencent à se décaler du côté de la banlieue. Et bon, moi, je suis un peu, on va dire, un peu au fait de tout ça parce que moi, j'y suis moi-même et c'est cool la banlieue. Ouais. Et t'es où dans quelle direction? Moi je suis du côté, est-ce que tu vois le 93 Nord quand tu vas vers tu prends l'aéroport Charles de Gaulle? Ouais. La ligne B, RER, Drancy, Aulnay, tu vois, ouais, je vois dans les cette noms, zone-là. ouais, tu vois, dans cette zone-là. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et ouais, donc par rapport à Brooklyn, moi il y avait un truc qui m'avait aussi, il y avait une question qui m'était venue, c'est par rapport justement à toutes ces communautés, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que les gens sont mixés ou vraiment quand tu es là-bas, tu sens vraiment qu'il y a vraiment une mixité, tu trouves des gens un peu de partout, qui parlent, quelles que soient les origines, qui parlent ensemble, ou plutôt il y a un côté un peu communautaire, des gens qui sont dans des zones, qui vont dans tel café, tel bar ou tel parc, est-ce qu'il y a un côté comme ça? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour des mélanges. Je pense que plus que dans d'autres villes, j'ai vu plus de gens se mélanger, se rencontrer dans plein d'endroits différents. Mais je pense qu'il y a un grand problème. À la base, je pense que oui, il y a un grand problème où les gens sont un peu séparés. Et justement, très lié, par exemple, je crois que c'est lié à la gentrification, par exemple. Bon, je pense qu'il y a peut-être deux angles. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé du film de Spike Lee. Ouais. Do the Right Thing, et j'ai dit ça, c'est dans un quartier qui s'appelle Bedford-Stuyvesant. Et celui-là, il est frontalier avec Williamsburg et Bushwick, des quartiers que j'ai dit sont surtout latinos depuis je sais pas, une trentaine d'années. Et du coup, entre ces deux quartiers, c'est vrai que je pense que même avant des questions de gentrification, c'était des quartiers où je pense qu'ils se mélangeaient pas nécessairement tellement. Je pense que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai
entendu de quelques personnes qui ont vécu là plus longtemps, c'était plutôt ah oui, ça c'est le quartier latino, ça c'est le quartier plutôt afro-américain, et nous on se mélange pas nécessairement tellement. Et mais après, d'un autre point de vue, par exemple à Bushwick maintenant, comme on a dit, ou à Williamsburg avec beaucoup de gentrification. Par exemple à Bushwick, donc voilà, c'est un quartier très très latino. Du coup, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a de tout. Du coup, et maintenant avec l'arrivée d'un peu des, c'est surtout des jeunes, je sais pas, qui ont fini la fac il y a pas très longtemps. Je sais pas, des jeunes professionnels, parfois même des étudiants. Plutôt, ces jeunes actifs et qui ont des boulots quoi. Voilà, ouais. Mais par exemple, si t'as 35 ans et t'as un enfant, tu vas probablement pas aller là-bas parce que c'est pas un quartier avec une très bonne réputation en termes de sécurité. Les écoles, j'imagine, les niveaux scolaires, ces choses-là. Ouais, les écoles, je sais pas. Ouais, en tout cas, à New York, comme à Paris, probablement les gens pensent beaucoup où est-ce que je vais pour avoir mes enfants dans la meilleure école. C'est clairement pas Bushwick. Après, je sais pas si c'est le pire, mais c'est pas le top. Et puis, oui, c'est pas un quartier très désirable, je pense, pour des familles de classe moyenne. Mais quand on a 28 ans, 25 ans, c'est un peu l'endroit cool, avec plein d'endroits pour sortir. Probablement tous les amis sont là-bas. Surtout pour des gens qui, en fait, sont pas de New York, mais peut-être ont fini la fac et après se disent, c'est quoi la prochaine étape ? Ok, je vais aller à New York, faire ma vie. D'accord. Et ils finissent dans ces quartiers. Mais du coup, il y a plein de nouveaux bars, plein de nouvelles boîtes, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est ces gens-là qui vont dans ces nouveaux bars et tout, qui sont ouverts pour eux. Et puis d'un autre côté, il y a les bars qui étaient déjà là, où ils passent de la cumbia, vallenato et tout, des musiques. Et j'imagine que c'était là-bas qu'on pouvait te trouver. Bah moi j'allais un peu dans les deux et puis non moi j'ai essayé de à New York j'ai essayé d'explorer beaucoup et puis je dois avouer que j'aime beaucoup la culture hip-hop et aussi disco et house de New York, donc j'étais plutôt dans ça. Après aussi parce que je dois avouer que je suis pas grand fan de la musique mexicaine, de la musique colombienne j'adore, mais j'ai pas encore j'ai jamais vraiment eu des connexions avec la musique d'Amérique centrale tellement. D'accord. C'est quoi, c'est la musique des mariachis, t'es pas trop. Bah non, il y a de tout, mais je sais pas, en Colombie, je sais pas, par exemple il y a de la cumbia au Mexique comme il y en a en Colombie, mais la cumbia mexicaine pour moi est plutôt je sais pas, je suis pas connaisseur de ça et je pense que je dis juste c'est ce que j'entends dans la rue, ressenti, quoi, mais souvent pour moi c'est un peu plus digital, un peu plus commercial, un peu plus. Après en Colombie il y a beaucoup de ça aussi. Peut-être j'ai juste eu l'occasion de découvrir plus de musique un peu alternative, un peu plus roots aussi colombienne. Mais et aussi à New York il y a une scène très intéressante de musiciens colombiens installés à New York qui sont qui en même temps ramènent la richesse des traditions musicales colombiennes, avec un côté expérimental aussi, donc j'étais plus dans ça. Donc voilà, je peux pas prétendre que j'ai vraiment exploré la musique mexicaine là-bas. Mais du coup, par rapport à ton vécu là-bas, quand tu allais par exemple dans des zones, dans certains bars, tu disais que tu allais dans les deux types de bars, pour les nouveaux, pour les primo-arrivants qui avaient des moyens un peu plus élevés, et puis pour les autres qui étaient là depuis plus longtemps, un peu plus, on va dire, prolo, classe moyenne. Et je veux dire, quand tu rentrais dans ces endroits-là, ça va, t'étais accueilli, il n'y avait pas de soucis. On te regardait pas genre un peu comme dans les westerns, ah, là l'étranger, qu'est-ce qu'il fout là, il a rien à foutre là. Il y avait quand même, il y avait quelques boîtes où on pouvait plutôt sentir ça, je pense. Je pense que ça allait dans les deux sens. Après, moi, je suis latino, mais je peux passer un peu partout, je trouve. C'est mon expérience. Après, je sais pas comment les gens, quand ils me voient, ce qu'ils pensent nécessairement, mais en général, on me pose pas trop de questions que ça soit dans un contexte ou dans l'autre. Mais je pense que, oui, il y a des cas où je peux imaginer des clubs à Williamsburg hyper branchés où 95% des gens sont blancs, etc. Je sais pas, je pense que pour des gens qui peut-être ont grandi là, ils se disent ce quartier. Vas-y, ouais, ce quartier. Ce quartier a changé et maintenant il y a des nouveaux commerces, des nouvelles salles qui s'ouvrent. Est-ce que je suis bienvenu dedans ? Je sais pas. Et puis en contrepartie, parfois, oui, il y a des fois où je vois il y avait des clubs. Des clubs ouais, justement de musique un peu de la musique vraiment populaire, un peu comme disons des clubs de top 40 mais pour top 40 latino quoi, que c'est pas de la musique que je connais très bien. Là il y avait des fois où j'y allais et c'est pas que j'étais pas bienvenu, mais je sentais que
on me disait, comme je m'habillais, etc., les gens pouvaient voir, ok, toi t'es pas le type de personne qui va venir là habituellement. Donc il y a un peu de ça. Mais après, j'ai toujours trouvé des espaces où c'était vraiment mixte, surtout, je trouve surtout dans le hip-hop. Il y a New York, ça a vraiment une histoire très riche. Après, c'est vrai qu'on l'associe surtout avec la culture afro-américaine, mais je pense que le hip-hop et la culture DJ à New York, c'est quelque chose de vraiment très international. Très international, c'est universel, très, quoi. Il y a un côté universaliste un peu là-dedans. J'ai beaucoup trouvé ça. Du coup, j'aimais beaucoup aller dans des événements comme ça et voir, même en termes d'âge, par exemple, j'allais à des soirées hip-hop à Manhattan il y avait lieu un lundi soir, c'était toujours gratuit. Parfois, il y avait c'était vraiment une réunion un peu de grosses pointures de hip-hop. Parfois, c'était un peu leur comme une jam session, je pense, que pour des musiciens de jazz. Il y avait un peu ce côté-là, parce que il y a une fois, j'étais là et Grandmaster Flash est arrivé. Et il était là, il n'a même pas joué, il est juste venu. Il a salué les gens, il a salué le mec sur scène. Et c'est juste parce qu'il voulait aller voir les DJ qui jouaient ce soir-là. Et lui, il est pas jeune, quoi. Et puis il y avait mais en même temps, il y a des gens pas en dessous de 21 ans normalement, parce qu'aux États-Unis, t'as pas le droit d'aller dans des bars en dessous de cet âge-là, mais c'était aussi cool de voir des endroits où des gens qui étaient passionnés par la musique, qui pouvaient avoir 21 ans, qui pouvaient avoir 45 ans, etc., sortaient, dansaient, vraiment se rencontrer autour de cette passion de la musique. Que je trouve qu'il y a quelque chose là à New York en termes de cette culture musicale. Et justement, dans toute cette scène musicale, j'imagine qu'il y a le côté mainstream et le côté un peu nihiliste, mais justement l'engagement, est-ce que tu as senti par rapport à la musique qui est jouée, qui porte parole? À l'époque, on disait que le rap c'était le haut-parleur des sans-voix, tu vois. Est-ce que ça tu l'as ressenti un peu là-bas, le rap, mais ou toute autre musique, je dis le rap, mais est-ce que tu sentais ce côté engagement, militant? S'il y en a qui faisaient des concerts pour des causes, tu vois, des choses comme ça, est-ce que ça c'était dans ce quartier-là de Brooklyn, tu ressentais ça? Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de ça. Il y avait ça dans plein de manières différentes. Mais un truc qui me vient à la tête tout de suite, je sais pas si on en a entendu parler ici, mais là-bas, à Oakland, en Californie, banlieue de San Francisco, en gros, il y a eu un feu, il y a eu un incendie dans une boîte de nuit un peu alternative. C'est en gros un local industriel qui avait été refait en boîte de nuit, très dans la communauté queer homosexuelle de Oakland. Et il y a, je pense, une trentaine de personnes qui sont mortes dans l'incendie. Donc c'était vraiment un événement vraiment très très grave pour cette communauté. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué à New York, c'était que il y avait tellement de liens de gens autour de moi avec les gens là-bas, des gens qui étaient un peu dans l'art, dans la musique, un peu des gens qui vivaient un peu alternativement de différentes manières, dont il y en a beaucoup à Brooklyn. Et là, tout de suite, on avait eu beaucoup de concerts pour recueillir des fonds pour les gens là-bas. Donc ça, c'était intéressant pour moi parce que c'était justement, comme j'ai dit, à New York, il y avait cette population de personnes qui sont arrivées, qui ne sont pas nécessairement new-yorkais natifs. Et c'était intéressant de voir ce lien un peu transcontinental de solidarité. Donc voilà, ça c'est juste le premier truc qui m'est venu à la tête. Mais après, dans le hip-hop, je pense que j'ai vu beaucoup d'artistes qui faisaient des concerts, notamment durant l'élection, beaucoup d'artistes qui s'engageaient vraiment pour convaincre les gens, pour voter. Pourquoi ils ne votent pas là-bas? Dans le quartier de Brooklyn, il y a un très peu de taux de participation électorale. En général, aux États-Unis, il me semble, je ne sais plus exactement le taux le pourcentage de personnes qui ont voté en France cette dernière élection, mais si je ne me trompe pas, c'était le plus bas depuis les années 60. Et je crois que ça, c'est plus haut que tout le temps aux États-Unis, par exemple. D'accord. En général, il y a un pourcentage assez haut d'abstention, ou même des gens qui ne s'enregistrent pas. Ou même, au-delà de ça, après, ça part un peu c'est une autre discussion presque, mais en termes de restrictions au droit de vote, il y a beaucoup de problèmes avec ça aux États-Unis, et c'est un problème extrêmement racial, où en gros, il y a des politiques en place ou qu'on essaie de mettre en place qui plus ou moins enlève le vote à une grande partie de la population, surtout afro-américaine, aussi latino. C'est quoi ces mesures? C'est quoi? Donc en fait, il y en a les deux problèmes principaux, il y en a sans doute d'autres, mais un, c'est le droit de vote qui est enlevé
pour des gens qui ont été en prison. D'accord, ok. Après, ça dépend de l'État et ça dépend de exactement la sentence, mais il y a des États où si tu as commis un certain crime, tu peux plus voter à vie. D'accord. Après, je sais pas en France comment c'est par rapport à ça, mais aux États-Unis, c'est Vas-y. Ouais, aux États-Unis, c'est quand on y pense, c'est un problème extrêmement grave quand on pense que la population en prison est en majorité plus que 50%, il me semble, afro-américaine. Du coup, en gros, comme j'ai dit, ça c'est une grosse discussion, mais c'est un système qui met d'une manière extrêmement disproportionnée en prison des personnes qui ils sont supposés avoir été libérés entre guillemets il y a 150 ans, et maintenant en 2017 il y a un pourcentage énorme de cette population qui est mise en prison, et en plus de ça on leur enlève complètement leur droit de citoyen, leur droit de vote. Donc ça c'est un problème très grand. Et un deuxième, c'est le fait de vouloir créer des lois très strictes en termes d'avoir besoin d'une pièce d'identité pour voter. Et ça, c'est une question, je pense qu'en France, on se dit que c'est un peu bizarre. Tout le monde, c'est normal d'avoir besoin d'une pièce d'identité pour voter. Mais aux États-Unis, les pièces d'identité, c'est soit un permis de conduire, soit un passeport. Il n'y a pas de carte d'identité. The ID, c'est pas le... Ouais, non, c'est très bizarre. D'accord. Je pense que c'est parce que c'est un pays tellement attaché à la voiture, même évidemment tous les pays maintenant le sont, mais encore plus qu'ici. Donc oui, la pièce d'identité. Moi, j'ai pas de pièce d'identité de New York, c'est mon permis de conduire. D'accord, qui fait office ma pièce de d'identité. Ouais. Et du coup, ça, c'est si les gens n'ont pas les moyens de conduire, n'ont pas les moyens de... Il faut payer, par exemple, pour avoir cette pièce d'identité. Il faut passer le permis de conduire. Ou sinon, on peut avoir une pièce d'identité non conducteur, mais il faut quand même aller au... on va au même endroit là où tu passes le permis. On va au même endroit pour voir ça. Du coup, il y a un pourcentage aussi disproportionné de personnes... de minorities, de minorités qui n'ont pas de pièce d'identité. Du coup, eux aussi, il y a des menaces à leur enlever le droit de vote dans des États plutôt du Sud, qui disent comment... En gros, ils se disent on veut combattre la fraude aux urnes de vote, mais c'est plutôt des politiques, on veut enlever le vote aux gens qui ne vont pas voter pour nous. D'accord. Ouais. Ils sont forts, ces Américains, quand même. Ouais, ils sont très forts. Ouais. Non, c'est. Je sais pas si tu as vu ce documentaire qui s'appelle, en France, on l'a appelé Les États-Unis et la drogue, genre 50 ans ou 60 ans de lutte sur la drogue. En gros, tu apprends dans ce documentaire que la raison pour laquelle il y a autant de noirs aux États-Unis, c'est que quelque part c'est un peu voulu, dans le sens où par rapport aux peines, genre en gros, je sais plus, c'était ce qu'il disait dans le documentaire, c'est genre si tu te faisais choper avec 1 gramme de coke ou je sais plus très bien quoi, t'avais des peines énormes. Alors que si tu te faisais choper, je veux dire n'importe quoi, pour alcoolisme, t'avais rien, bref. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont mis des lois en place. Je crois que c'est le crack et la cocaïne. Ouais, aussi. Je me souviens plus très bien, mais il y a des drogues comme ça. Mais en fait, ils t'expliquaient que tous les 10 ou 15 ans, ils changeaient de drogue. Ah, telle drogue, c'était le crack, la coke, et puis à chaque fois, ça change. Et à chaque fois que cette population qui est déjà pauvre dans un premier temps et qui est amenée à consommer ces drogues-là, quand ils se faisaient serrer, ils prenaient des 2, 3, 4, 5 ans de prison, quoi. Et ils expliquaient que c'était un système qui était mis en place, un côté assez pervers parce que c'était forcément dans le libéralisme le plus total, parce que ça permettait aussi de remplir des prisons, et qu'il y a un vrai business autour des prisons, à tel point qu'ils avaient montré dans le docu le salon de la prison avec... le salon de la prison avec genre des chaises électriques, les nouvelles chaises électriques, mais un truc de ouf avec des nouvelles matraques pour les matons. C'était très 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 intéressant. Donc apparemment c'est un problème qui est assez sérieux, quoi. On parlait des lois Jim Crow dans les années 50-60, et ben là on a l'impression qu'il y a encore un résidu de ces lois là, quoi, par rapport à cette population. Ouais, totalement. Et justement il y a un livre très intéressant que j'ai lu, qui a beaucoup tourné aux États-Unis, qui s'appelle The New Jim Crow, le nouveau Jim Crow. Et justement c'est l'argument de cette prof universitaire, c'est que en fait le système, en gros la guerre contre la drogue, the war on drugs, que ça c'est en fait c'est le nouveau Jim Crow. Et en fait c'était fascinant parce que si on regarde l'histoire, disons 1864, voilà la fin de la guerre de sécession, on dit vas-y on libère les esclaves, voilà les gens noirs aux États-Unis sont libres. Après, elle décrit qu'il y a eu une période de relative liberté, effectivement. Mais très rapidement, ils se sont dit, OK,
on peut pas les avoir comme esclaves, mais quelle alternative est-ce qu'on a pour que voilà, on reste dominant, nous blancs. Et du coup, commencer à mettre en place justement les lois Jim Crow. Par exemple, tu peux pas si t'as pas de travail, tu vas en prison. Et après, en plus de ça, ou si t'as pas de travail, tu vas en prison. Si tu regardes une femme blanche d'une manière étrange, ça peut être une raison pour aller en prison, etc. Donc des peines vraiment absurdes, vraiment sans débat absurdes. Ça, c'est avant même d'arriver aux peines pour les drogues, où là, il faut creuser un peu plus loin pour comprendre pourquoi c'est absurde, mais c'est absurde aussi. Et du coup, mettre un pourcentage énorme de la population noire en prison. Et en plus de ça, quand ils ont fait le changement à la Constitution pour interdire l'esclavage, ils ont dit sauf en cas de criminels qui ont été menés à la justice et jugés de la manière appropriée. Voilà, donc en fait dans la Constitution américaine ils disent oui, en gros on peut mettre les gens à l'esclavage si on décide que c'est des criminels. Et c'est justement ça en fait qui nous amène à la situation qui a vraiment c'est une sorte de ségrégation institutionnalisée d'une certaine façon. Je sais pas si le but c'est nécessaire. Je pense que oui, il y a un peu à côté le but c'est la ségrégation, mais c'est de l'oppression plus généralement peut-être, parce que c'est en gros c'est comment garder toute une population un pan de la population sous couvert. Ouais, surtout quand on pense que par exemple si un homme noir aux États-Unis finit pas le lycée, il a une chance sur 3 ou une chance sur 2 d'aller en prison dans sa vie. Ah ouais, carrément. Ouais. Et il me semble qu'il y a un enfant sur 3 afro-américains aux États-Unis qui, à un moment, son père va être en prison. Donc si on prend un pourcentage énorme d'hommes afro-américains et les mettre dans des prisons, évidemment, ça a un impact, c'est dévastateur sur toutes les générations successives. Donc c'est vraiment un effet. C'est pas juste cette personne-là a pris cher et sa vie est éclatée, c'est aussi sa famille et puis peut-être la famille ensuite, parce qu'il y a, si les parents ont été en prison, il y a une probabilité beaucoup plus haute que les enfants seront en prison. Et c'est un système qui permet d'enrichir toute cette industrie. Parce qu'il y a des prisons privées aux États-Unis. Ouais, oui, tout à fait. Donc il y a ça, mais il y a aussi des contrats privés avec les prisons. Par exemple, passer un appel téléphonique en prison, ça a des prix exorbitants. Donc évidemment, il y a quelqu'un qui profite de ça. Comme tu disais tout à l'heure, les nouvelles matraques, etc. C'est une industrie vraiment colossale. Donc. Et ça, tu l'as ressenti justement quand tu étais en Brooklyn, tout ce dont on vient parler par rapport à cette population de Noirs là-bas. Est-ce que tu l'as ressenti dans le quartier où tu étais, là où tu allais, tu le voyais ça? Déjà dans le quartier où j'étais, je le voyais, oui, parce que j'habitais pas loin de quelques tours de logement social. Où, après, je sais pas, c'est dur pour moi de dire oui, j'ai compris la situation, mais je sentais que oui, c'était, je sais pas, il y avait beaucoup de police souvent autour. Donc je sais pas, je pense que pour n'importe qui, vivre avec des policiers constamment présents, ça c'est quelque chose d'oppressif. Et puis oui, il y avait, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de chômage, c'est sûr, et après oui, on voyait pas mal dans mon quartier, oui, il y a bien sûr des dealers, des jeunes qui faisaient un peu n'importe quoi, mais évidemment ça vient d'où? Ça vient du fait que pas de travail. Ouais, par exemple, il n'y a pas de travail. Et même s'ils sont à l'âge, même s'ils sont encore plus jeunes, par exemple, je sais pas, l'été à New York, peut-être je pense que l'été dans toutes les grandes villes, il y a plus de problèmes, plus de choses qui se passent. Et je pense que c'est probablement le même problème ici. Les parents, par exemple, peuvent pas prendre de vacances. Les parents bossent 14 heures par jour. Surtout aux États-Unis où il y a même pas. Ici, je pense qu'il y a peut-être plus de possibilités pour prendre les enfants en charge, etc. Mais là-bas, il y a beaucoup de problèmes de comment est-ce qu'on occupe les enfants d'une manière productive, comment est-ce qu'on leur donne quelque chose d'enrichissant. Et je pense que entre Bed-Stuy, quartier afro-américain, et je sais pas, le Upper West Side à Manhattan, qui est un quartier très aisé et blanc, il y a des ressources assez différentes, quoi. Alors justement, toi, tu as fait des choses, des actions, parce que tu disais comment occuper ces enfants de façon plus... Toi, il me semble que tu m'avais dit que tu avais fait 2-3 actions. Tu étais dans des associations, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait justement là-bas? Vu qu'on parlait de prison, quand j'étais à New York, mon travail, mon job temps plein, c'était... je travaillais avec une association d'éducation dans les prisons. En gros,
On était un effectif assez faible de permanents, mais on travaillait surtout avec des bénévoles. Et notre but, c'était de ramener du soutien scolaire à des personnes, pas que des jeunes, des adultes, des personnes en général, qui sont en prison, qui sont incarcérées. Et donc voilà, ça c'est un peu... je pense que ta question, c'était plus sur ce qu'on fait avant, mais là, c'est des gens qui sont déjà arrivés là. Et du coup, on travaillait dans... Je pense que quand je suis parti, on était déjà dans peut-être 6 institutions différentes à New York. Et en gros, on envoyait des bénévoles qui allaient une fois par semaine pour travailler un à un avec un élève, un apprenant là, pour lui donner du soutien sur les cours que lui suivait en prison. Parce qu'il y a des programmes éducatifs en prison, mais au moins aux États-Unis, ils sont... c'est des blagues souvent. Parfois, oui, il y a des profs exceptionnels qui sont là, mais de base, souvent, c'est des gens qui disent, voilà, j'ai un poste fonctionnaire. Presque parfois le meilleur cas, c'est des gens qui sont tranquilles et sympas mais qui font pas grand chose. Et puis parfois il y a des profs qui sont abusifs, on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Ils traitent, c'est pas un environnement pour apprendre du tout. Et puis il y a parfois des profs qui sont très engagés, très motivés, mais ils sont dans un des contextes de travail les plus difficiles qui peuvent exister pour un prof. Et du coup, nous on ramenait c'était surtout des étudiants de fac, mais aussi il y avait plein de gens différents qui travaillaient avec nous, qui justement allaient une fois par semaine dans la prison pendant des sessions de 2-3 heures, travailler en binôme ou en trinôme parfois avec un ou deux étudiants pour leur donner du soutien sur ce qu'ils faisaient. Donc souvent c'était maths, littérature, géo, physique, tout ça, mais aussi on donnait des cours d'anglais comme langue étrangère pour des apprenants d'anglais, surtout des immigrants latino-américains. D'accord, il y en avait beaucoup, des immigrants latino-américains qu'on retrouvait en prison. Ouais, bah franchement... c'est intéressant ça aussi. Ah oui, non, il y en a énormément. Bon, après c'est des immigrants qui peut-être sont arrivés il y a pas très longtemps, il y a longtemps ou pas. Parfois il y en a qui viennent d'arriver, parfois il y en a qui sont là depuis longtemps. Mais ça aussi, c'est une chose à dire. Après, je sais pas s'il y a un parallèle ici où les gens... parfois, les gens prennent beaucoup de temps à apprendre l'anglais, même l'apprennent pas. Ça, j'ai senti, même dans le quartier de Bushwick, parfois, je rencontrais des gens qui étaient là depuis une vingtaine d'années. Ils refusaient d'apprendre l'anglais. Oui, ils refusaient, ou ils étaient dans un quartier où ils en avaient jamais besoin. Bah oui, ouais. Mais bon, de mon point de vue, c'est dommage parce que... c'est une ville grande, donc je pense que si tu passes 20 ans sans apprendre à parler anglais, tu vas te limiter énormément de ton expérience. Ah, mais il y a des gens, tu sais, dans les grandes villes, il y en a, ils ne dépassent pas de leur quartier ou de leur arrondissement, même ici à Paris, tu sais, il y a des gens, on retrouve ça d'une certaine façon. Après, je sais que aux États-Unis, c'est très communautaire, on va dire ça. Après, ils ont un système de fonctionnement qui est différent. Après, il y a toute l'histoire des États-Unis qu'il faut retracer pour bien comprendre. Et qu'il y a des gens qui se retrouvent isolés par volonté. Il y en a certains qui ne veulent pas du tout aussi. Écoute, et par rapport à la question qui me venait, ok, très bien. La question qui me venait, et puis on va reprendre après, c'était par rapport à les peines. Les peines, quand votre association où tu travaillais, c'était des longues peines, des petites peines, les gens que vous alliez voir? En fait, on travaillait dans 3 systèmes différents. Ouais. Donc, en fait, à New York, donc les États-Unis, vu que c'est un système fédéral, il y a les prisons fédérales et il y a les prisons de chaque État. Donc déjà, on était dans des prisons de l'État de New York. On était dans des prisons fédérales. Et en plus de ça, on était dans le centre de détention de la ville de New York, qui est sur une île, en fait, dans la rivière. Alcatraz. C'est un peu cette ambiance-là, mais c'est à San Francisco et là c'est Rikers Island. Mais peut-être moi j'en parle après. Là-dessus. Ouais. Écoute, on va faire une petite pause. Et puis je peux en raconter un petit peu sur ça. Ça marche. Toujours là, Joe, Alejandro. Ça va? Salut, oui. Ça va, tranquille. Il fait un peu chaud. Pamplemousse. On est bon, jus de pamplemousse, t'inquiète. On y a pensé, on s'est dit, allez, un peu de vitamine. Une petite annonce, on vient de poster sur la page Facebook une photo de la carte de Brooklyn, du moins une carte de Brooklyn. Et donc, pour celles et ceux qui sont devant leur ordinateur et qui peuvent accéder à la page Facebook. Donc, Alejandro, toi, tu as vécu, tu me disais, sur la carte. Alors, il y a la carte, au centre de la carte, on a une grande zone de couleur violette,
marqué numéro 1. On y trouve Greenpoint, Northside, Southside, East Williamsburg. Et toi, tu me disais que tu as vécu au chiffre 4, c'est ça? Bushwick. Bushwick, autant pour moi, je vois pas très bien. Ouais, okay. Il y a toutes les lignes. Et ouais, donc j'ai surtout vécu. La zone orange avec le numéro 4. Ouais, mais j'ai vécu surtout un peu au bord, entre Bushwick et Bedford-Stuyvesant. En fait, j'ai vécu. En fait, c'est une rue. La ligne entre les deux, c'est le Broadway. C'est pas le Broadway de Manhattan, c'est le Broadway de Brooklyn. Et en fait, j'ai vécu. Une fois juste du côté Bedford-Stuyvesant et une fois juste du côté Bushwick, mais toujours un peu sur la même ligne. Du coup, j'étais un peu à cheval entre les deux quartiers. Du coup, j'ai un peu vu, un peu la vie dans les deux. Et ça, c'est juste le nord-ouest de Brooklyn. Après, je sais pas, ça doit être un tiers de tout le borough, comment on dit ça, l'arrondissement. L'arrondissement. Ouais. Ok, et il y a très peu d'espace vert dans cette zone-là. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, Bushwick, c'est justement quand on parlait qui va déménager là pour s'installer, c'est plutôt des. Bon, avant c'était des gens qui avaient des moyens limités. Maintenant, c'est plus cher, mais c'est pas non plus parce que c'est un bon endroit pour vivre en famille, par exemple, nécessairement. En tout cas, ça n'a pas nécessairement les caractéristiques qu'on penserait. Devrait rendre un endroit cher. C'est pas nécessairement très beau, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Les transports sont pas trop mal, mais oui, c'est assez gris. Ouais, c'est pas comme les boulevards parisiens. Ok, et je vois qu'il y a marqué East River. Tu as été de ce côté-là justement? Ouais, bah justement, la East River, c'est comme j'ai dit avant. En fait, donc on voit pas sur ce plan, mais New York c'est composé de plusieurs îles. Donc là, la East River, ça sépare Brooklyn de Manhattan. Donc Manhattan est une île qui en fait est au milieu du fleuve. Donc si on voit, ça c'est le East River parce qu'en fait à l'autre côté de Manhattan, il y a l'autre bout du fleuve qui passe. Donc si tu vas au nord, il y a le fleuve qui arrive. Après il y a l'île de Manhattan. Du coup ça se sépare. D'accord. Ok, je vois. Parce que l'île de Manhattan est bien large. Et du coup, oui, moi j'allais tout le temps, en fait, j'allais à vélo à Manhattan ou en train, et ouais, je traversais le pont du East River tous les jours. Du coup, ouais, j'ai beaucoup circulé par là. Je roulais beaucoup à vélo, du coup, c'était vraiment intéressant. Au début, à New York, je roulais pas tellement à vélo, et après, quand j'ai commencé à naviguer à vélo, la ville a pris une dimension encore nouvelle, parce que c'est une ville très très grande. Du coup, et oui, il y a juste tellement de endroits différents, endroits surprenants, même au sein de ce qu'on voit sur le plan. Par exemple, là, le Navy Yard qu'on voit juste au sud de la zone violette. En fait, c'est nord-ouest, là, ici dans cette zone. Non, en fait, de la grosse zone violette. Ouais, juste un peu à l'ouest, là. Donc voilà, ça c'est le Navy Yard. Ça c'est en gros je sais pas comment on dirait ça, une usine de l'armée de mer. L'armée de mer, comment on dit ça? Oui, maritime. L'armée maritime, ouais, maritime. Et du coup, c'est une zone énorme, industrielle, assez surréelle, mais au plein milieu de la ville, quoi. Une sorte de port, quoi. C'est un port. Ouais, c'est un sort de port militaire, quoi. Du coup, il y a plein d'espaces comme ça, un peu au milieu de la ville, des espaces un peu pas du tout résidentiels, un peu qui sortent pas qui sortent de nulle part, mais ça crée presque des grosses discontinuités, je dirais. Ça fait quoi, une sorte des gros contrastes qu'il y a entre une zone, on va dire, d'habitation et tout d'un coup, boum, t'as un gros truc militaire, un gros complexe. Ouais, je pense que et ça change un peu ce qu'il y a au bord. Je sais pas, même ici, je pense qu'on a ça un tout petit peu avec les rails de train qui un peu vont interrompre. C'est pas juste un quartier qui s'étend, c'est par exemple, boum, il y a les rails de Gare du Nord. Après, il y a encore un peu un quartier et puis boum, encore les rails de Gare de l'Est. Et je trouve que ce qu'il y a sur les bords autour de ça change un petit peu. Ça peut changer un peu la relation à l'espace par rapport à des quartiers un peu plus, je sais pas comment dire, peut-être continus. Je pense que c'est surtout là où il y a plutôt des quartiers populaires, je pense aussi, un peu éloignés de l'industrie, des transports d'une manière. D'accord. Ah, ouais. Et concernant l'urbanisme, parce c'est de ça qu'on parle un peu depuis tout à l'heure, l'urbanisme. Excusez-nous, on a des petits problèmes de micro. Il faut prendre l'habitude. On apprend. Il faut prendre l'habitude.
Et oui, donc concernant l'urbanisme, tu disais, d'abord tu as dit qu'à New York tu te baladais pas trop en vélo, et après si tu t'es baladé en vélo. Pourquoi à New York tu t'es pas baladé en vélo? C'était quoi la raison? Je pense qu'au début je me sentais pas nécessairement à l'aise, parce que je trouve que c'est une ville assez intense à vélo. À Paris ça peut l'être aussi, mais New York... en fait, une grande différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de voitures à New York, mais les espaces sont plus grands. Les rues sont d'habitude plus larges, etc. Du coup, il y a cet entre-deux où c'est plus... je sais pas, on rencontre plus de voitures, les gens roulent peut-être presque plus vite, tout est un peu plus grand, mais en même temps, on n'est pas dans des toutes petites rues avec des voitures qui essaient de doubler, etc. Et puis aussi à New York... si on reste juste à Brooklyn, ça peut être tranquille, mais moi j'allais souvent à Manhattan ou dans le Queens. J'allais vraiment partout pour le travail, ou même au sud de Brooklyn, et ça aussi déjà c'est une grosse distance. Et là pour le coup, je sais pas, par exemple pour aller au sud de Brooklyn, de Bushwick, c'est comme aller d'ici peut-être jusqu'au 14e presque. C'est vraiment, et ça c'est juste Brooklyn quoi. Donc, c'est vraiment c'est des distances plus longues, plus grandes qu'ici. Et du coup, je sais pas, traverser les ponts entre Brooklyn et Manhattan, ça, je sais pas, tout a un effet un peu plus grand et intense. C'est pas comme traverser le pont Neuf tranquillement à vélo. Du coup, c'est plus grand, quoi. Ouais. Et j'ai pris le goût à ça. Ça me donnait beaucoup d'adrénaline et voilà, j'aimais bien. Mais c'est une ville qui, je pense que comme les États-Unis, tout est un peu plus fait pour la voiture, quoi. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a une fibre écologiste qu'on peut retrouver un peu? Nous, ça commence à sortir un peu avec des collectifs, avec ce qui se passe avec l'environnement, les COP21. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a une conscience, on va dire, des habitants par rapport à ça, ou on s'en fiche un peu, l'environnement? Je pense qu'il y a certainement une conscience dans... En fait, les États-Unis, pour moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a beaucoup d'extrêmes, plus que ce que moi j'ai vu en France. Après... tout le monde a une expérience différente là où ils sont, mais en même temps qu'aux États-Unis, il y a des gens qui je sais pas, l'idée d'écologie leur rend énervé, par exemple. Sceptiques. Ouais. Extrêmement sceptiques. Il y a aussi des mouvements très forts, des gens qui créent des communautés intentionnelles, par exemple, où ils vont dire voilà, nous on veut pas vivre dans une ville où on veut vivre dans notre propre, on veut construire presque des maisons pour une sorte d'utopie, une sorte de ville dans un état dans un état, quoi. Ouais, il y a presque un peu ça, un peu dire comment est-ce qu'on peut au maximum vivre par rapport aux valeurs qui nous sont chères. Je crois qu'il y a beaucoup plus de ça aux États-Unis qu'ici, parce que déjà il y a l'espace. Si moi je me disais j'ai envie d'aller construire quelques maisons et ramener quelques amis avec qui on partage des trucs et voilà, vivre en dehors de... On veut pas être dans des villes, on veut pas qu'on nous dise quoi faire. Les États-Unis, c'est plus ou moins l'endroit pour faire ça. Déjà, politiquement, il y a un peu ce mythe qui est... moi, je trouve problématique, mais ce mythe un peu d'indépendance, de liberté. Aux États-Unis, c'est vraiment la liberté. Les gens utilisent cet argument pour même dire... C'est pour ça n'importe quoi. Pour tout, oui. C'est pour dire, non, l'assurance santé, il n'en faut pas, parce qu'on va être libre à ne pas être soigné, quoi. Mais voilà, mais je pense que ça rentre un peu là-dedans. Du coup, par exemple, à la fac, je faisais partie d'une coopérative... écolo-végétarienne. En fait, on habitait dans une maison et avec une très grande cuisine industrielle qui était faite pour en fait nourrir un grand groupe de personnes. Dans la maison, on était peut-être une quinzaine et au total, on était 50 qui faisaient partie du collectif et tous les soirs, 7 personnes cuisinaient pour tous les autres. Et en gros, c'était un peu une communauté de partage autour de la nourriture, mais c'était très conscient écologiquement. On commandait tout en gros chez... les mêmes personnes qui livrent à des supermarchés, je sais pas, tout était composté, tout était recyclé, il y avait une très grande conscience par rapport à ça, mais dans ce milieu, cette petite communauté là, et après on pouvait voir l'inverse, et puis je sais pas, quand on voit sur les classes populaires, est-ce qu'il y avait un intérêt pour ce genre de problématique? Dans ce que tu as pu voir, est-ce que tu as vu, je sais pas, des sortes de marchés bio? Je sais qu'ils font des jardins où, aux États-Unis, ça existe. J'ai vu un documentaire là-dessous. Il y a des jardins où ils font pousser des plantes, des fruits, des légumes, et qui vendent sur les marchés. Est-ce qu'il y a ce genre d'initiative qui se fait là-bas ou c'est intéressant les marchés parce que je crois que j'en ai parlé tout à l'heure que pour moi même pouvoir marcher, aller à un bon marché, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas là-bas. Et c'est vrai qu'aux États-Unis,
il y a cette idée de marché bio, marché où l'agriculteur ramène ce qu'il a produit, mais c'est extrêmement cher et c'est souvent pas très bon. Et donc c'est pas du tout un truc populaire, ou au moins pas là où j'ai vécu, j'ai jamais eu. C'est vraiment vu comme un truc de bobo, de gens un peu aisés. Et ouais, il y en a pas beaucoup. C'est jamais très pratique, c'est pas comme ici, c'est 3, 4, 5 fois par semaine. Et ici, en mon expérience, c'est toujours moins cher que d'aller au supermarché, il me semble, alors qu'aux États-Unis, pas du tout. Donc il n'y a pas tellement ça. Mais après, ouais, les jardins collectifs, j'en ai vu de plus en plus. Je pourrais pas trop juger à quel point, genre, qui s'implique dedans. Mais à New York, je pense que ça a été assez, c'est assez mixte, ouais, parce que en fait c'est des projets, c'est très local, quoi. C'est vraiment les gens du quartier de 3 rues, 4 rues, 5 rues. Voilà, ouais. Donc je pense que de ceux que j'ai vus, ouais, en fonction de l'emplacement, je crois que ça ramenait une diversité de gens dedans. C'est vrai que quand j'y pense, même à Bushwick, comme on disait, il y avait pas tellement d'espace vert, mais il y avait quelques jardins collectifs comme ça, vraiment bien, où parfois ils faisaient des petits concerts, des petits trucs dans les jardins, et c'était très beau comme un peu centre de ce petit... Ouais, même pas le quartier, centre du micro sous-quartier, quoi, la petite zone. Ouais, c'est cool, c'est des bonnes initiatives, du moins. Ouais, donc... Est-ce qu'on dit aussi, surtout sur cet aspect qu'il y a... Bon, tu parlais tout à l'heure justement du libéralisme, que vous avez ça dans la tête, dans la philosophie. Et concernant l'argent, le rapport à l'argent, j'ai des potes qui ont été aux États-Unis et qui m'ont dit mais c'est dingue, le dollar, tout ce qu'ils font autour de l'argent, c'est hallucinant, quoi. Limite, il y a des rites dans des bars où tu dois, je sais plus quoi, tout est à $1 ou je sais plus quoi. On m'a raconté des trucs. Est-ce que tu l'as ressenti justement à Brooklyn, ce lien avec l'argent que nous, on n'a pas forcément ici en France, quoi. Ouais, bah c'est très drôle parce que j'y ai jamais pensé, mais quand tu le dis tout de suite, oui, c'est vrai qu'aux États-Unis il y a ces jeux avec des dollars, que tu faire des jeux de boissons, etc. Alors que ouais, j'ai pas l'impression qu'on fait ça ici. Donc ouais, c'est clair que ça même comme ça, c'est assez symbolique. Mais déjà un truc, c'est moi je suis sûr que j'ai jamais autant pensé à l'argent que quand j'étais à New York. Juste je sais pas, je trouve que c'est un endroit où ça part et ça vient très facilement, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a ce rapport, genre, tu gagnes de l'argent, tu dépenses, tu gagnes de l'argent, tu dépenses. Alors que je pense qu'ici, les gens sont plus... Il y a peut-être... je sais pas, les gens sont... Peut-être font plus attention, en général, et... je pense que, par exemple, entre Paris et New York, les gens à New York peuvent gagner beaucoup plus. Il y a des possibilités de gagner beaucoup plus. Du coup, il y a aussi les possibilités de dépenser beaucoup plus, des sommes vraiment assez ridicules. En général, je trouve ça plus cher. Donc, ouais, je crois qu'il y a il y a un focus sur l'argent, c'est sûr. Il y a un peu cette glorification de l'argent qu'on voit aussi... bon, après, c'est international aussi, mais qu'on voit pas mal dans des vidéos de hip-hop commercial ou de musique en général. Il y a ce côté vraiment... Qu'est-ce que le succès? C'est avoir de l'argent, je pense. Après, je sais pas, c'est difficile à critiquer quand les gens qui disent ça sont des gens qui ont vraiment pas d'argent, par exemple. C'est vrai que quand on n'a pas du tout d'argent, c'est dur de dire c'est pas un bon but d'avoir de l'argent, mais là, c'est poussé plus loin ce que je vois ailleurs. Ouais. Et puis, je sais pas. Un truc intéressant, c'est aussi, je pense que qui symbolise ça, c'est que à New York, beaucoup des Français que j'ai rencontrés étaient des gens qui me donnaient l'impression qu'ils sont venus à New York parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. D'accord. Parce que, je sais pas, je me disais, j'ai l'impression que la France a quand même beaucoup de bonnes choses et d'avantages. Parfois, quand je voyais des Français s'installer un peu, pas juste passer un petit moment, voir comment c'est, mais vraiment s'installer pour travailler, c'était souvent dans des jobs où c'était un peu en finance ou dans des grosses boîtes où c'est vrai que je crois qu'on peut arriver à des salaires beaucoup plus élevés là-bas qu'ici. Il y a juste beaucoup plus d'argent qui circule constamment et les gens prennent beaucoup de risques avec. C'est comme ça qu'il y a eu des crises financières aussi. Et justement, par rapport à ça, au niveau politique, parce que toi, tu étais là-bas pendant l'élection de... Tu étais là-bas pendant l'élection de Trump, le dernier président. Oui. T'as vécu ça, t'as suivi un peu. Ouais, j'étais là au cours de toute la campagne. En fait, j'ai quitté les États-Unis un mois après
je crois qu'on l'appelle ça son investissement. Ouais, son investiture. Investiture. Parce qu'en fait, là-bas, c'est presque 3 mois après l'élection. Ouais. Ce qui est assez bizarre. Mais ouais. Ah bah, faut mettre les choses en place. Hein, c'est un grand pays, les États-Unis. Ouais. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Mais, et toi, comment t'as vécu ça justement dans Brooklyn? Comment vous avez suivi les élections? Les gens, ils étaient à fond dedans, pas comment c'est? Oui, bah en général, beaucoup de gens étaient vachement. Bon, en fait, c'est dur à dire. Ouais, durant l'élection, durant les campagnes. Ouais. Je pense que les gens, il y avait certaines personnes qui militaient très fort, mais en fait, il y a eu beaucoup de très grosses déceptions, notamment l'élimination de Bernie Sanders face à Hillary Clinton, sous des conditions très suspectes. En fait, on dit que c'était une en gros, le parti en gros, ils disent que les chefs du parti ont tout fait pour qu'ils perdent. Et il y a eu même des emails qui ont été hackés, qu'ils ont pris, qu'ils ont mis sur la place publique, quoi. Ouais, voilà, de la, je sais pas le nom de son poste exact, mais qui est en gros à la tête du parti, qui disait non, c'est une blague, on va pas le laisser gagner, on va tout faire pour qu'il gagne. Donc il y a vraiment ce côté où si on est de gauche entre guillemets, le Parti démocratique aux États-Unis, c'est je pense plutôt centriste en France, centre début droite peut-être, mais déjà les gens qui s'intéressaient à ce parti voyaient Bernie Sanders quelque chose de très différent, mais non, on va avec la personne qui fait partie de plus ou moins une dynastie politique, qui a été dans ce milieu depuis hyper longtemps, et puis on se rend compte que ça a été un peu truqué contre l'autre personne. Donc je pense que ça a déçu beaucoup de gens. Et donc arrivant à l'élection, certes beaucoup de personnes, je pense que c'est comme le second tour ici. C'est un peu ce qui s'est passé ici en France, quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Sauf qu'en France, ils ont voté. Ouais, on remarque, tu me dirais, ils ont voté pour une nouvelle figure. Regarde, Trump, c'était une nouvelle tête, quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant cet inversement. Le fait que, ici. Bon, en même temps, Trump, c'était pas si nouveau. On voyait sa tête partout, mais juste pas dans la politique nécessairement. Mais après, mais il y a beaucoup de similarités. Je pense que c'est similaire en termes des gens qui, je sais pas si apathie est le bon terme, mais en tout cas être juste un peu de déception, être désintéressé presque. Beaucoup de personnes. Mais général, t'as senti ça vraiment, en tout cas du côté de Brooklyn, tu sentais vraiment ça, cette impression Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de ça. Des gens autour de moi, un peu de mon âge, c'est sûr. Après, en général, aux États-Unis, j'ai lu un peu que la communauté afro-américaine aussi, qui a joué un rôle important dans l'élection de Barack Obama, et traditionnellement soutient le candidat démocrate. Apparemment, Hillary Clinton n'a pas vraiment parlé à cette population-là non plus. Donc il y a aussi un certain désintéressement. Je ne sais pas s'il y a des parallèles en France par rapport à ça, mais où les gens se disent oui, il y a cette personne qui est raciste, xénophobe, etc. Mais d'un autre côté, l'alternative, qu'est-ce qu'ils font vraiment pour un peu essayer de changer le racisme systémique qu'il y a aux États-Unis, surtout étant que, comme on parlait tout à l'heure du système carcéral aux États-Unis, qui est un peu ce nouveau Jim Crow, Bill Clinton a joué un grand rôle dans son développement dans les années 90. Et Hillary Clinton était à côté de lui, le soutenir dans ça. Donc quand on dit oui, si elle voulait le vote afro-américain, c'était un peu dur à avoir, étant donné le fait que c'est dur à convaincre, je pense, cette population-là qu'elle allait faire quelque chose pour améliorer tous les problèmes raciaux très profonds qu'il y a aux États-Unis. Donc je sais pas. Il y avait... Bernie Sanders était un peu un souffle nouveau, et puis tout le monde souffle d'espoir aussi quelque part d'une certaine façon. Voilà, il y avait vraiment cet espoir. Je pense qu'il y avait des gens passionnés comme il y en avait qui avaient jamais été aussi passionnés par un candidat aux États-Unis. Tout d'un coup, étaient vraiment passionnés par lui, et puis non, ça s'est pas produit. Je sais pas, par exemple, tu parlais de l'engagement politique dans le hip-hop. Je sais pas si tu connais le rappeur Killer Mike, un rappeur de Atlanta. Lui, il a fait une série de vidéos super intéressantes dans des barbershops, dans des coiffeurs, parce que
comme aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, c'est vraiment un peu un centre, un peu un hub de la communauté en fait. Le coiffeur, le barbershop, tu sais que ça arrive ici, hein. En c'est banlieue, vrai en France, ça commence à sortir le barbershop. Ok, ouais, je me demandais si ça se passait. Moi aussi, je me suis posé la question. Ouais. mais du coup, donc le barbershop, ça se voit clairement. Moi, j'allais au barbershop et je sais pas, il y avait tout. Évidemment, il y avait plein de gens là qui n'étaient pas en train de se faire couper les cheveux. Il y avait plein de gens qui parlaient. C'est vraiment un lieu de rencontre. Ouais, un lieu de rencontre, un lieu de conversation entre plein de gens, des gens qui habitent pas loin l'un de l'autre, mais ils ont pas nécessairement d'autres opportunités pour discuter. Du coup, il a fait une série de vidéos super intéressantes où il a invité Bernie Sanders dans son barbershop, parce que Killer Mike, moi je le trouve génial, il est excellent rappeur, mais aussi il est entrepreneur aussi, il a monté une chaîne de barbershop pour donner du taf aux gens, etc. Du coup, il a invité Bernie Sanders dans son barbershop, et voilà, ils ont eu une série de vidéos, discussions super intéressantes. C'est des interviews, c'est ça ? Ouais, c'est des interviews, mais c'est vachement conversation entre les deux, quoi. D'accord. Je veux dire, Killer Mike a beaucoup de la place pour parler aussi. C'est une conversation presque, puisque évidemment interview un peu et pour présenter son programme, et notamment un peu à Killer Mike qui comme rappeur afro-américain d'Atlanta aussi à son public que Bernie Sanders n'aurait pas nécessairement, étant du Nord, étant blanc, et un mec de, je sais pas, 65, 70 ans. Du coup, il y avait plein de gens qui avaient beaucoup d'espoir autour de lui, et puis c'était... Puis ça fait... Ouais, et ces gens-là, c'était dur de les mobiliser pour Hillary Clinton, quoi. D'accord. Et nous, tu disais tout à l'heure que les élections, elles étaient un peu truquées, d'une certaine façon, un peu beaucoup, pas à voir. Nous, par rapport ici à Paris, en France, ça a été aussi assez, pour nous en tout cas, ça a été assez burlesque. Après, je parle en mon nom propre, mais j'ai trouvé en tout cas que l'élection qu'on a eue, nous, les campagnes qu'on a eues avec on appelle ça comment, les primaires qu'il y a eu avant de la gauche et de la droite, je trouvais ça assez dérisoire en fait. C'était vraiment, voire même pathétique. On était vraiment dans le show, quoi, le spectacle, le show. On a eu Macron qui a été élu après, voilà, chacun a ses raisons, mais il a été élu, nous, en France, contre Marine Le Pen. Donc il y a eu l'étendard un peu FN, voilà. Et de l'autre côté, il y a eu j'ai envie de dire le nouveau PS, non ? Le nouveau PS droite, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, avec la petite création qu'on nous a donnée, qu'on nous a mis Macron, et qui va tout changer, qui va tout révolutionner. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, on m'a dit un jour qu'aux États-Unis, ça n'existe pas la gauche. Ils sont de droite ou de droite. Tu vois, on m'a dit ça en gros pour me simplifier très vite, comme ça en 2-2, ça n'existe pas, il n'y a pas de gauche aux États-Unis. Et en France, nous on a eu la gauche et la droite. Sauf que là, la gauche vient de mourir, du moins le PS, je veux dire le PS vient de mourir, voilà, tout simplement. Et là, on se dirige vers un peu de la droite, on va dire centre droit, centre-gauche avec Macron. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qu'on se pose beaucoup aussi, c'est que maintenant, alors il y a le gros cliché, le gros préjugé qu'on a, les Français c'est des fainéants, il faut qu'ils se mettent à bosser, travailler, c'est un peuple d'assistés, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc maintenant, on va dire aux Français, allez, en marche, en marche, vous allez bosser. Pardon, excusez-moi pour le micro. J'ai pas encore la vie, ça va venir. Il y a Néo qui me fait des têtes, si vous pouvez voir, mais non, catastrophique. Je vais m'améliorer. Donc voilà, c'était pour te donner un peu la situation en France ici, ce qu'on est en train de vivre tout doucement. Donc on est en train de se libéraliser, voilà. Alors, je sais pas si ce sera à la sauce américaine, je sais pas si la goutte d'or ce sera Brooklyn, tu vois. On verra bien, mais voilà, on est vraiment, on va dire, tu reviens des États-Unis et tu arrives dans une France qui est en train de basculer tout doucement. Alors, ça va pas se faire comme ça non plus, mais qui va basculer tout doucement vers ce que tu as peut-être vu un peu aux États-Unis. Après, peut-être que. Ouais, non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement, quand des amis qui sont aux États-Unis me demandent alors ce Macron, un peu. Ils savent pas trop en fait. Bah ouais, personne sait. Parce que les médias américains, je crois qu'ils comprennent vraiment pas. Je pense que Macron, déjà, les gens par exemple aux États-Unis ou peut-être même plein d'autres pays à l'étranger, peut-être Allemagne, Angleterre, je crois qu'ils sont plus contents que les Français que Macron a été élu. Quand on a vu après son élection aux États-Unis, c'est je pense qu'aussi ils ont vu que Trump a été élu. Du coup, les gens un peu de centre gauche ont dit c'est heureusement il y a eu un peu une victoire contre ça, alors qu'en France, je crois que c'est plus perçu comme un peu comme tu dis un échec de la gauche qui s'effondre d'une manière.
Mais oui, justement, mes amis américains me disent alors Macron c'est qui? Je dis moi je le vois un peu comme j'ai dit c'est un peu comme Barack Obama avec un peu moins de style mais un peu pareil parce que Barack Obama je sais pas, comme personnalité, comme figure, comme ce qu'il représente, oui c'est très cool, mais après c'est aussi quelqu'un qui a commandé énormément d'attaques de drones au Moyen-Orient, qui a déporté plus de gens que George W. Bush et voilà quoi. Donc je crois qu'il est parfaitement néolibéral comme tous les gens qui sont venus avant et après lui. Et certes, il a fait quelque chose qui sont positives, mais comme je suis sûr que Macron fera quelque chose qui sont positives, mais il reste totalement dans un modèle de pensée je crois qui vient de toute l'histoire du XXe siècle en fait. Un peu un conflit idéologique que les États-Unis ont entre guillemets gagné, et maintenant on ressort avec un système qui va de plus en plus loin dans cette direction-là. Et ouais, ça fait un peu peur de voir. C'est un peu inquiétant de voir qu'en France, un modèle qui était tellement. Je sais pas, je trouve que c'était un peu la fierté de la France, quoi. Les Américains qui sont un peu de gauche, quand ils pensent au système de santé français, quand ils pensent à beaucoup de systèmes sociaux en France en général, il y a beaucoup d'admiration. Et penser que ça, c'est en risque d'être brisé, d'être dilué, je crois que c'est inquiétant. Ouais. Ça lutte un peu partout. Déjà, ne serait-ce qu'à Bruxelles, parce que la Commission européenne qui est là-bas, c'est elle qui balance toutes ces lois qui sont justement restrictives pour certaines avancées sociales. Il y a beaucoup de gens qui luttent, et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de détournements de ces grandes sociétés internationales, finances, ou qui ne payent pas d'impôts. Il y a des histoires de Wikileaks. On sait qu'il y a des milliards et des milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Bon, je parle de la France en particulier, qui pourrait tout à fait résorber les problèmes de caisse de retraite et tout ce qui va avec. Donc il y a aussi cette grosse hypocrisie qui est à côté, quoi. La grosse crise, très bien, mais quand tu cherches et tu fouilles, on nous a balancé les dossiers. C'est intéressant aussi les phénomènes des lanceurs d'alerte. Voilà, ça, il faut aller voir. Vraiment, je conseille les auditrices et les auditeurs. Il y a Wikileaks, l'affaire Wikileaks. Il y en a d'autres où vraiment on apprend des choses en nous disant mais attendez, on est en train de se casser la gueule. Il faut qu'on change. Il faut que tout le monde aille travailler ou je sais plus trop quoi, aller en marche. Alors qu'on se rend compte que quand tu regardes bien les dossiers, ce qui se passe, il y a plein de milliards qui rentrent pas dans les caisses, quoi. Ouais. Il y a un paquet de milliards qui pourrait justement faire en sorte que la France continue à préserver ce système-là aussi. Ouais, c'est des systèmes où, je sais pas, ça mène un peu une concentration de richesse. Mais je pense que le pire, c'est une justification, en fait, dire oui, un peu l'éloge du travail, tout ce vocabulaire pour un peu créer une idée de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est noble, etc. Et qui avoir un travail. Oui, voilà, c'est ça, un peu réduire la vie à ça. Et donc il y a déjà ça philosophiquement, c'est vraiment un débat à avoir. Mais en plus de ça, utiliser ce langage-là pour un peu cacher que derrière, c'est complètement égoïste, c'est se dire comment est-ce que je m'enrichis plus. Et je pense que c'est ce qui se passe partout dans le monde quand on regarde comment l'évolution de l'inégalité, comment les richesses deviennent de plus en plus concentrées. Les écarts qui se creusent de plus en plus. Ouais. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, ça c'est propre à la France, mais j'avais lu un bouquin d'histoire, alors c'est très intéressant, c'est important, mais je dirais même de lire des livres d'histoire, même plusieurs de gars qui soient de droite, de gauche, ou ce qu'on veut, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de lire et de s'informer. Et on apprenait qu'à l'époque du Moyen-Âge, il y avait en France, je crois, alors c'est vieux, tu me diras à l'époque du Moyen-Âge, mais de quoi il me parle, j'étais pas né, on s'en fout, bref. Mais c'est pour un peu mieux comprendre sur quoi on va. Et c'est Churchill qui disait cette phrase: plus vous irez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans l'avenir. Alors je parle de Churchill parce qu'on est en face de nous. Winston. Et tout ça pour dire que, oui, donc à l'époque du Moyen-Âge, en France, il y avait 180 jours fériés. 180 jours fériés à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est plus dans quel bouquin qui expliquait que le libéralisme ou le capitalisme qui est mis en place, donc ce côté produire en masse, en grosse production, il a une particularité, c'est qu'en fait, il fonctionne tout simplement parce qu'on a mis dans la tête des gens qu'il était très important de travailler. Donc les gens se sont mis à travailler plus.
beaucoup plus. Et ça, c'est quand même un des principes fondateurs du capitalisme, quoi. C'est donc allez tous bosser. J'aime souvent à dire à mes potes que l'école, c'est une belle blague. Elle sert qu'à une chose, c'est préparer les enfants à se lever à 6h le matin pour aller bosser après plus tard adulte. Bon, c'est une petite parenthèse qui n'engage que moi, bien sûr. Donc voilà, c'était pour dire qu'aujourd'hui, la valeur travail, on n'en parle pas assez, vraiment. C'est qu'on travaille beaucoup. Ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est lié, surtout aux États-Unis, et je pense que partout, avec un peu la culture de la consommation. De plus en plus, comme tu as dit, on nous convainc qu'il faut travailler de plus en plus, que ça, c'est ça qui donne la valeur à la vie. On nous convainc aussi qu'il faut dépenser, qu'il faut acheter des choses, qu'il faut toujours la nouvelle voiture, etc. Et du coup, on se retrouve avec des situations où on travaille plus pour acheter des choses dont on n'en a pas besoin. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment présent aux États-Unis quand on voit la culture des malls, de tous ces énormes centres commerciaux qui sont... C'est comme des temples à la consommation, quoi. Et c'est assez choquant et aberrant. Et on se dit, on travaille plus, on passe notre temps à travailler, on passe notre temps à acheter des trucs. Et après, voilà, où est le sens qu'on trouve dans notre vie? Et je dois avouer que depuis que je suis là, comme je t'ai dit avant, j'ai l'impression que je dépense moins, que je peux... Il y a quelque chose, peut-être c'est juste un peu le choc comparatif, mais arriver en France, revenir en France m'a permis un peu de sortir un peu de ça. Je pense, je sais même pas pourquoi, j'ai du mal à vraiment analyser d'où ça vient, mais je sais qu'aux États-Unis, j'étais aussi dans cette idée de travailler constamment. J'avais des jobs extra pour gagner de la thune, toujours. Évidemment aussi, le loyer était très cher, donc j'avais cette pression tout le temps sur moi. Et bien sûr, oui, parfois il y a des gens qui ont besoin de vivre, mais aussi il y a des fois où on se dit, bon, combien d'argent est-ce qu'on en a besoin pour avoir une bonne vie? Et parfois on a l'impression que c'est toujours, ok, j'en veux plus. Il y a un peu cette idée de plus d'argent égale plus de bonheur. Et je pense que oui, c'est un peu ça la pensée néolibéraliste. Après, tu sais, on dit ce qu'on pense, hein, on ne détient pas la vérité, hein, je le dis quand même, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y en a, ça se trouve, ils sont en train de bondir de leur chaise. Encore avec tes trucs gauchos, qu'est-ce qu'ils nous racontent là ils sont là, vas-y, parle-nous de Brooklyn, là. Alors, les États-Unis, c'est comment? Ils parlent des Air Max, Jordan, il joue toujours au basket ou quoi? Alors, il y a une question que moi je voulais te poser concernant. J'en profite, il y a quelqu'un qui est parti aux États-Unis. Alors, je tiens à dire que moi, j'ai jamais été aux États-Unis. Okay. Alors, ça peut étonner beaucoup de gens, mais j'ai jamais été là-bas. Et alors que tu es digger de soul et jazz et folk. Ouais, tout à fait. Un peu partout en Europe et dans le monde, tu peux en trouver. Moi, c'est une question que je posais. Est-ce que les Américains lisent des livres? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce que tu en as vu des gens dans le métro, machin, aller dans les bibliothèques? Est-ce qu'ils lisent des livres? Bah, j'ai du mal à comparer nécessairement. Je crois que j'ai entendu que statistiquement ils lisent beaucoup moins qu'en France. Voilà. Ça c'est sûr. Donc déjà, mais vraiment moins. C'est genre 4-5%, alors que les Français c'est peut-être aux alentours de 50-60, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Ouais. Et puis dans mon expérience dans le métro, on voit un peu moins de gens avec des bouquins qu'ici. Après, à New York, j'ai trouvé les bibliothèques très très fréquentées. Ça c'est sûr. Mais peut-être c'est aussi parce que c'est juste en général des espaces où on peut avoir accès à Internet, on peut avoir la clim. L'été, il fait super chaud à New York. C'est aussi des endroits où les gens vont se poser pour plein de raisons différentes. Je sais pas si... Je pense que les bibliothèques ont beaucoup évolué. C'est plus nécessairement juste pour aller choper un livre maintenant. Ils jouent plein de rôles différents dans la communauté. Et à New York, les bibliothèques jouent très bien leur rôle dans ça pour progresser et devenir... pour proposer d'autres services à la ville que juste l'empreinte libre. Donc, mais en général, je pense que les gens lisent moins. Moi, certainement, je lisais moins là-bas. Maintenant, j'ai plus de temps pour lire et je lis beaucoup. Et ça, comme tu dis, je trouve ça super important et ça me manquait beaucoup. Après, je sais pas si c'est parce que... après, tu as des phases dans la vie. Moi, pendant des années, j'ai pas ouvert un bouquin. Oui, donc je sais. De mon expérience personnelle, je peux pas dire que les États-Unis, c'est un pays qui aime moins la lecture. Et puis, il y a de très bons... Ils écrivent beaucoup de livres très bons. Donc,
à la fois académique et de fiction et tout. C'est pas pour dire, c'était plus ce qui m'intéressait plus à la population, la masse, si elle lisait quelques bouquins, même si c'est des romans de gare, parce que tu sais, en France, effectivement, la statistique elle est vachement plus élevée qu'aux États-Unis, mais en fait, tu te rends compte que ce qui se vend le plus, c'est des romans de gare, c'est des trucs un peu légers, machin. Donc c'est pas parce que tu lis des choses forcément, on va dire, qui t'éveillent ou bon bref. Voilà. Ouais. Et puis, mais lié à ça, je pense que les gens, je pense qu'ici les gens ont plus accès à la culture en général. Moi, j'ai remarqué ça. Surtout, je pense que c'est dur à comparer entre New York et Paris, par exemple, mais quelque chose que j'ai vu qui est encore lié au système social en France, c'est que même dans les banlieues, même dans des villes plus petites, il y a toujours un peu des trucs culturels qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a plus de financement pour que, même si on n'est pas à la métropole, même si on n'est pas dans la grosse capitale, on a un peu plus d'accès. Même par exemple les musées à New York coûtent entre 20 et 25 dollars. Donc imagine, tu habites à Brooklyn, tu as 3 enfants et tu veux y aller en famille, payer des tickets pour 5 personnes, 125 balles pour aller au musée, quoi. Donc il y a cet accès-là, je le trouve vraiment aberrant. Donc je pense qu'en France, de ce que j'ai vu, il y a un peu plus... ça a l'air un peu moins inégal en termes d'accès pour aller au théâtre. Et après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de prix réduits, des choses comme ça, que en fin de compte, je crois que ça fait une grande différence. Après, je sais pas si les gens en profitent à fond, mais moi, à New York, j'allais rarement dans les musées. C'est subventionné ici en France, c'est subventionné à moitié, donc le prix du ticket est accessible, et assez accessible par rapport à ça. Mais là-bas, il y a des subventions aussi, mais je pense qu'il y a juste l'idée qu'il faut payer pour avoir quelque chose. Il y a pas mal cette idée aux États-Unis. Donc vraiment, si t'as pas de thunes aux États-Unis, t'es vraiment dans la galère. Vraiment, vraiment à ce point. Moi, je pense vraiment. Il y a évidemment il y a différentes sources d'argent pour aider, mais c'est très limité. Et puis rien que penser à l'assurance santé qui est beaucoup plus cher c'est juste très cher pour un service vraiment limité. Par exemple, moi je payais presque 150 balles par mois pour une assurance qui en gros me sert que si j'ai un accident très grave. En gros, ils ont, c'est le principe des assurances, hein, tu sais, tu payes. Non, mais par exemple, je peux même pas acheter des médicaments. En gros, jusqu'à $6,000, c'est moi qui payais. Au-delà de $6,000, l'assurance paye. C'était très simple. Si j'ai besoin d'un truc médical dans l'année, c'est moi qui paye jusqu'à ce que j'arrive à $6,000 dans l'année, et après c'est eux qui payent. Mais après, j'ai évidemment, quand tu es arrivé à $6,000, il faut quelque chose se passe, il faut être vraiment malade, il faut avoir un cancer, quoi, tu vois. Oui, voilà. Donc si j'ai un cancer, j'ai que perdu $6,000, j'ai pas perdu $100,000. Ok. Donc voilà, il y a c'est le système, et ça c'est le Obamacare, ça c'est Obama qui a mis en place ça. Avant ça, il y avait même pas, je pense que j'aurais même pas vraiment pu avoir une assurance santé sans avoir un job dans une grosse boîte. Du coup, juste ça fait que si t'as pas d'argent, tu galères, quoi. Les gens font des, tu vois, Kickstarter ou KissKissBank, c'est, comment on appelle ça, crowdfunding, crowdfunding, ouais. Les gens font ça pour leur santé aux États-Unis. C'est-à-dire, tu peux voir partager sur Facebook, voilà, j'ai un cancer, j'ai besoin de recueillir de l'argent. Imagine, c'est ça le système de santé là-bas. Imagine. Et il y a littéralement, c'est presque drôle, mais il y a des gens qui meurent parce que ils n'arrivent pas à la somme dont ils ont besoin. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est à ce point-là. Donc je sais pas, en même temps, c'est un pays, je sais pas, développé entre guillemets, avec plein de choses. Il y a plein de choses que j'adore des États-Unis, mais quand tu penses à des choses fondamentales, c'est juste hallucinant. C'est le pays des paradoxes, des grands paradoxes, des grands écarts. Ouais, extrêmement paradoxal. D'accord. Ah ouais, cette histoire de crowdfunding, nous, on a pensé à faire un crowdfunding pour trouver un peu de fonds pour la radio. Oui, bah c'est fait pour ça, quoi. En fait, si demain je me casse la jambe, je n'ai pas assez de thunes pour me réparer. Du coup, je fais un crowdfunding. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est dingue. C'est pas mal. Et au niveau des... comment dire, parce qu'on a parlé de la lecture, on a parlé... je voulais parler de ton expérience radio. Voilà, radiophonique. Parce que tu m'avais dit que tu avais fait de la radio là-bas.
Ouais. Et c'était quoi comme radio que tu avais fait? À New York, j'étais en général depuis 4 ans je pense environ, j'ai animé sur différentes stations des émissions musicales, surtout parce que je suis DJ aussi et voilà, j'ai animé des émissions où je passais beaucoup de musique, plein de trucs différents, j'invitais des artistes et voilà, je parlais, je présentais un peu le son, j'aimais bien amener des artistes, plein de gens différents pour leur parler. J'essayais de garder ça assez divers. Et donc j'ai commencé à la fac aux States, donc ça c'était une expérience vraiment bien. Il y a une grande culture de radio universitaire aux États-Unis qui est très forte. Et du coup, la radio de ma fac, c'était une radio FM dans le New Jersey qui portait sur tout, en gros tout l'État de New Jersey et genre presque à la ville de New York, presque en Philadelphie. Du coup, ça touchait pas mal de gens, donc c'était vraiment cool. Je sais pas, j'avais 19 ans, être à l'antenne, t'as des gens qui conduisent au boulot, qui appellent pour parler et tout. Donc c'était une belle expérience. Et puis c'était une radio qui est là depuis les années 40. Du coup, ils avaient un inventaire de, je sais pas, 30-40 000 disques. T'as dû te régaler. Ouais, il y avait vraiment des belles choses dedans. Et puis une communauté. C'est aussi, je pense que voilà, comme on est là, aux États-Unis, les radios associatives, les radios universitaires, ça réunit des gens qui cherchent un peu à sortir du modèle standard, quoi. Du coup, des anticonformistes. Voilà, exactement. J'adore ce mot. Ouais. Du coup, c'était vraiment cool de rencontrer tous ces gens-là, de partager. Et puis voilà, j'ai vécu un peu à Londres et au Canada, donc j'ai fait un peu de radio aussi là-bas. Et puis en rentrant à New York, j'ai rejoint une radio qui venait de se former il y avait peut-être 6 mois, Radio Free Brooklyn, Radio Libre Brooklyn, quoi. Et voilà, ça c'est une radio qui se disait Community Radio, radio de la communauté. Qui rassemblait, qui avait des émissions de musique, des émissions sur plein de thèmes différents. Et je pense que ce que j'appréciais beaucoup, c'est qu'ils avaient ce but je pense que comme ici, de donner une plateforme pour que beaucoup de types de personnes différentes peuvent s'exprimer, peuvent partager leurs histoires, peuvent partager de la musique, peuvent créer des liens entre différentes personnes, surtout à Brooklyn, quoi. Et j'ai animé une émission musicale, mais après il y avait une émission qui était un peu destinée à la communauté afro-américaine queer là-bas, un peu parler d'être homme noir, homosexuel aux États-Unis, à New York, un peu des questions autour de ce thème-là, un peu de lifestyle, etc. Il y avait une émission d'une activiste équatorienne qui habitait dans le quartier depuis longtemps, qui était activiste anti-gentrification, anti-brutalité policière, etc. Émission en espagnol qui parlait de lutte sociale dans le quartier, justement, qui était sous beaucoup de pression à cause de la gentrification, à cause des loyers qui montent, à cause de la police qui harcèle des jeunes principalement noirs et latinos, etc. Il y avait de tout, quoi. Après il y avait des émissions avec je sais pas, des clairvoyants, des trucs un peu plus mode Brooklyn hippie, un peu ce côté-là. Mais du coup, c'était assez divers. Tu peux revenir sur ce type d'émission? C'est quoi quand tu dis clairvoyante? C'est quoi? C'était autour d'une tasse marre de café? C'est quoi l'astrologie? Franchement, je pense pas que j'ai écouté celle. D'accord. Ok. Mais ce que je voyais, c'était les gens pouvaient appeler, poser des questions. Ouais, c'était vraiment très très mélangé. Par exemple, moi j'étais là, je faisais un truc de DJ. Le mec après moi était un DJ nigérian. Il avait une émission Afrobeat. Voilà, il y avait nous un peu dans ce coin-là, il y avait des gens un peu plus activistes, un peu plus social. Il y avait des gens qui faisaient après il y avait des gens un peu plus dans le performance art, un peu plus dans le mysticisme. C'était pas tellement nécessairement engagé politiquement, etc. Mais en même temps, c'était localement, il y a une scène de ça, des gens un peu Burning Man, un peu toute cette vibe là. Du coup, c'était eux aussi, ils étaient représentés là. Je dois avouer que il y avait un peu trop de ça à mon goût. Du coup, ça me limitait un peu dans mon engagement total dans la radio. Mais en général, j'aimais bien l'aspect de donner une plateforme à une diversité de personnes, parce qu'il y a beaucoup de web radio.
qui sont montés en ce moment. C'est clair. Et il y en a beaucoup qui sont, voilà, on est la radio des DJ techno branchés, et il n'y a que ça. Et puis tu t'écoutes et tu te dis, tout le monde est pareil, quoi. Du coup, je trouve que les radios qui donnent une plateforme spontanée, qui est vraiment vivante, qui peut te surprendre. Je pense que la radio, le mieux, c'est les surprises, quoi. À la fois, quand t'animes une émission, pouvoir être surpris toi-même, et aussi que l'auditeur peut être surpris en apprenant des choses, en découvrant des personnes, en découvrant de la musique, etc. Donc, c'est ça qui est bien dans la radio. Eh ben, tout ce que tu viens de dire, c'est un peu le genre de choses qu'on est en train de préparer, nous, sur Radio Barbès. Alors, on verra si on verra avec les mysticismes et tout ces trucs-là. On verra ça. Mais c'est des sujets aussi qui nous intéressent, parce que quand tu es ouvert, de toute façon, quand tu es curieux, tu vas partout. Oui, c'est sûr. Tout azimut. Et puis, après, l'essentiel, c'est de pas être nuisible pour les autres et ni pour soi-même. Ouais. C'est vraiment la base. Mais c'est très important, l'ouverture. J'essaie de voir, justement, Radio Free Brooklyn. Et c'est pas mal. Pas mal. On va vous passer le lien sur la page. Vous voyez un peu le radio communautaire de là-bas. Et toi, c'était quoi ton émission? Tu faisais quoi là-bas? Ça s'appelait Minutes of Funk. Okay. Donc voilà. Pendant longtemps, mon émission que j'anime s'appelait Minutes of Funk. Elle est plus là sur le site, mais ouais, à la base, au début, j'étais vraiment à fond funk, disco, soul, house. C'était un peu c'est un peu ce que je mixais. Et puis je dois avouer, de plus en plus, je vais dans beaucoup de directions différentes musicalement. Donc, je pense que si je refais une émission à un moment, je vais essayer de trouver un nom différent qui me limite pas dans le genre. Mais voilà, j'essayais, parce qu'en même temps, je mixais dans des bars, dans des clubs, etc. Donc, j'essayais de représenter un peu cette sonorité-là, vachement internationale, assez axée à musique dansante, mais pas nécessairement de la musique qu'on se dit c'est de la musique de danse. Donc essayer de réunir plein de sons différents et d'essayer de faire de meuler des styles où c'est pas nécessairement qu'on se dit qu'ils iraient ensemble, mais essayer de un peu créer des liens entre plein de musiques différentes, de plein de pays différents. Et en même temps, ouais, j'ai invité pas mal de personnes, d'artistes ou de DJ locaux. Donc ça, c'était intéressant aussi. Parce que, ouais, il y a une très bonne scène musicale à Brooklyn, ça c'est sûr. Du coup, beaucoup d'artistes qui passent là. Du coup, j'avais l'opportunité de ramener, je sais pas, parfois un joueur de oud est venu, et d'autres fois une DJ de disco. Donc essayer de vraiment avoir une gamme musicale assez large. Mais c'est dur d'articuler de quelle manière ça restait cohérent, mais pour moi ça reste cohérent. Ouais, je comprends. De toute façon, un DJ, c'est comme un cuisinier. Hein. Il prépare sa petite sauce, il met ses épices et après, on goûte. Ouais. Et ben, très bien. Ben, super, Alejandro. Merci pour tout. Cool. Merci d'être venu. Notre émission s'achève lentement. Merci Radio Barbès. Merci à toi, Jaurès. Merci bien. Le mot de la fin, je te le laisse. Alors, quelque chose que tu voudrais dire par rapport à... je veux juste dire, je suis très content d'être passé dans ton magasin. Sol Ableta, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sol Ableta, rue Marcadet, où on s'est rencontrés jeudi, il me semble. Et parce que, ouais, moi, j'adore la radio, et en même temps, j'adore la musique, j'adore la radio, mais j'adore surtout quand ça permet des rencontres surprenantes, des discussions qu'on n'entend pas ailleurs. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, donc continuez comme ça, c'est bon à voir. Eh ben merci à toi, Alejandro. Merci à toi. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?